Alors, bonjour à tous, merci de votre présence. Alors, on accueille avec plaisir Marc Fortier. Alors, c'est aussi, je dois le dire, mettre carte sur table. On se connaît un petit peu depuis quelques années. Alors, donc, un ami qu'on invite ici au collège, très heureux. Et je vous le présente. Donc, Marc est un sociologue de formation, journaliste. Il a aussi enseigné à l'UQAM et à l'Université Laval. Et c'est lui qui a fondé la maison d'édition Luxe. Alors, les ouvrages que vous voyez à l'écran ici, alors, c'est Monsieur Luxe. Alors, il a publié plusieurs ouvrages, dont Mélancolie identitaire, Un an à lire Mathieu Bock-Côté, et du Diesel dans les veines, qui a gagné un prix du gouverneur général. Alors voilà, donc, récemment, là, son livre sur devenir fasciste, donc ma thérapie de conversion. Alors, donc, on va... je peux peut-être donner un scoop, là. Semble-t-il, ça n'a pas vraiment fonctionné, ta thérapie de conversion, mais on va en parler tout à l'heure. Alors, voilà, mais avant de commencer, comme on fait avec tous les conférenciers, on aime bien connaître un peu le parcours académique de nos conférenciers en partant du cégep, là. Donc, comment a été leur passage au cégep, puis à l'université, puis rentrer dans le monde du travail. Souvent, les conférenciers ont des parcours très souvent atypiques, hétérodoxes. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de le mentionner. C'est pas toujours des lignes droites. Alors, il y a des lignes parfois sinueuses. Alors, voilà. Donc, on commence avec ça. Donc, Marc, j'aimerais que tu nous présentes un peu ton parcours académique et professionnel pour commencer. En 2 minutes? Oui, 3, ça peut. 3? C'est parce que j'ai étudié vraiment longtemps. C'est comme une maladie mentale. Moi, je suis allé au cégep de Maisonneuve dans un autre siècle, un petit peu avant que le mur de Berlin tombe. Ça peut vous donner une idée. J'ai fait mes études en sciences humaines. Cégep Maisonneuve, je pense que ça s'appelait sciences humaines avec maths à l'époque. C'était pas tout à fait les mêmes dénominations. Ça existe encore. Et après ça, j'ai fait des études universitaires. J'ai fait mon cégep correctement en 2 ans, sagement, en faisant mon journal étudiant, puis en militant quand même un peu. Puis après ça, j'ai fait l'université. Je suis rentré en anthropologie à l'université. J'ai fait des études en anthropologie à l'Université Laval. Anthropologie sociale et culturelle, comme ça s'appelle à l'Université Laval. Donc, l'étude pour le dire simplement, la science des différentes cultures, essayer de trouver, d'écrire les différences entre les différents modes de vie de l'humanité et essayer de comprendre comment c'est des manifestations de quelque chose qui est commun à toutes de principes qui sont communs à toutes les sociétés. Après ça, j'ai bifurqué en sociologie. Puis là, ça se complique à partir de là. Donc, je pense que ça s'embrouille un peu. Je fais de la sociologie, je fais de la philo en socio, de la socio en philo. J'ai un peu mélangé toutes les affaires, ce qui fait que, au final, j'ai fait un doctorat sur un philosophe allemand en sociologie, mais la conséquence de toute cette confusion-là, c'est que j'ai pas terminé mon doctorat. Donc, après plusieurs années d'études. Un décrocheur au doctorat. Je suis un décrocheur, mais tardif. Super. Marc, parle-nous maintenant de ton livre. J'aimerais que, avant qu'on rentre dans le contenu de ton ouvrage, j'aimerais que tu nous parles un peu du contexte, l'idée, d'où est venue l'idée de ce livre et dans quel contexte, notamment politique, ce livre est né. L'idée, disons, l'impulsion, avant d'être une idée, ça a été comme une sorte d'impulsion. L'écriture, c'est assez mystérieux, l'écriture. Hein? Des fois, on se dit, je vais faire un livre. Moi, par exemple, j'ai fait 3 livres. On va commencer par là. Ça fait depuis 2018 que je rêve de faire un recueil J'aime ça faire des portraits de personnes que j'ai connues, de personnages que j'ai croisés, certains étant des personnalités connues, mais d'autres des personnes complètement inconnues. Puis ça fait depuis 2018 que je me dis, je vais écrire mon livre de portraits. Et à chaque fois, je commence, puis je finis avec un livre sur Mathieu Bock-Côté, un livre avec Serge Bouchard sur les camionneurs. Puis là, c'est ridicule, mais c'est un peu la même chose qui est arrivée avec Devenir fasciste. C'est que je m'étais dit, là, je vais faire mon livre de portraits. Ça va intéresser personne, mais je trouve ça va être s'étendre. Il y a quelque chose qui moi, m'intéresse. Mais là, à ce moment-là, au printemps 2024,
les élections américaines commençaient à s'enclencher. Les démocrates continuaient à miser sur un cheval, Joe Biden, qui avait de la misère à marcher, puis qui était asthmatique, un peu sénile. Là, je me disais, comment c'est possible de penser réussir à gagner les élections contre Donald Trump avec cette affaire-là. C'est comme si les démocrates ne prenaient pas au sérieux ce que représenterait une réélection de Donald Trump. Et au même moment, en France, le président Macron dissout l'Assemblée nationale et déclenché de manière précipitée des élections. Et là, on voyait une montée de l'extrême droite en France aussi. Marine Le Pen était rendue à presque 40% des intentions de vote. Donc là, j'ai dit à un ami ou à une amie dans une soirée, j'ai dit, tous ces gens-là, là, ils ont plusieurs éléments dans leur programme, mais il y a quelque chose qui est assez récurrent, c'est qu'ils détestent les intellectuels, détestent l'éducation, méprisent la culture et ne s'en cachent pas. Orbán, qui est une sorte de président autoritaire en Hongrie, a mis le ministère de l'Éducation sous la tutelle de la police. Ça veut dire que le ministre de l'Éducation, c'est le chef de la police. Il trouvait les étudiants, les étudiantes un peu... Ça, c'est vraiment de la discipline scolaire. C'est quand c'est un général qui s'occupe de l'école. Il a envoyé la police réprimer les étudiants sur... Oui, parce que c'est un peu compliqué, mais il a interdit les grèves. Il s'en est surtout pris aux enseignants. C'est la première cible. Puis, à un moment donné, il y a des étudiants qui... Suite à un renvoi d'enseignants du secondaire, je crois, il y a des étudiants qui se sont mis en grève. Puis là, Orbán a dit, ça fera, cette gang de tarés-là. Maintenant, il avait aboli le ministère de l'Éducation, je crois, auparavant. Mais là, il a dit, je vais mettre toutes les institutions de l'éducation sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Même les nazis n'ont pas fait ça, là, ils n'ont pas pensé à ça. Milei, en Argentine, qui est c'est celui qui se promène avec une tronçonneuse. Là. Ça fait, vous avez sûrement vu passer ça sur les réseaux sociaux parce que ça fait des super belles images pour TikTok. Lui, il dit que l'éducation, c'est une diablerie. Il veut abolir le ministère de l'Éducation. Donald Trump, c'est la même chose. Donc, bref. Et souvent, c'est très violent. C'est genre... cette semaine, par exemple, après l'assassinat de Kirk, toute la droite américaine s'est mise à dire, voilà, cet homme merveilleux, formidable, a été assassiné à cause de la haine de la gauche ou de je ne sais pas trop qui. Et Elon Musk a posté sur les réseaux sociaux une image où est-ce qu'il dit... on voit, c'est comme un gaufrier qu'on dit en bande dessinée. Là, c'est 4 BD, caricatures. Puis là, c'est des personnes qui traitent leurs adversaires de nazis. Puis sous-entendu, à force de traiter les gens d'extrême droite de nazis, ça donne envie de les tuer. Donc, c'est eux qui sont responsables du meurtre. Mais les 4 personnages, c'est un enseignant, un journaliste, un musicien, un écrivain. Et donc, en gros, ça dit, puis là, ça finit en disant, il faut se débarrasser d'eux. Donc, moi, je vois tout ça arriver il y a un an, parce que je lis, je sais que c'est ça le fond. Ça a toujours été ça un peu... ça fait partie des tendances lourdes de l'extrême droite. Puis je dis à un ou une amie, moi, si ces gens-là continuent de prendre le pouvoir au rythme où ils le prennent, je suis mort. Je suis cuit. Ils veulent ma peau. Et puis ils veulent pas ma peau de manière métaphorique. Ils disent, on va les tuer. On va les mettre... Les plus polis disent, on va les mettre au chômage. Mm-hmm. Puis les autres disent, mais tant qu'à y être, on va s'en débarrasser pour vrai. Et j'ai dit, je vais me mettre à l'abri, je vais devenir fasciste, j'entreprends ma thérapie de conversion. Puis là, après ça, je me suis dit, c'est un sacré bon titre de livre, ça. Je suis capable d'écrire un texte derrière ce titre-là? Il me semble qu'il y a comme une idée. Donc, c'est ça l'histoire de la naissance de ce livre-là. Après ça, j'ai écrit un petit chapitre en me disant, dans une petite chronique dans une revue que personne lit, c'est comme une sorte de test. Tu écris dans une revue que personne lit comme ça. Si ça marche, ton affaire, tu peux le garder dans le livre parce que personne ne l'a lu. J'ai écrit un premier texte, puis là, j'ai vu que j'étais capable de le faire. Mais après ça a été difficile quand j'ai entrepris l'écriture parce que l'idée de me mettre en scène comme fasciste, puis de faire... C'est un livre qui est documenté, je fais une recherche, j'essaie quand même de réfléchir sérieusement à ce phénomène politique-là, mais en même temps, je pratique les saluts nazis avec ma fille. Et
c'est comme un truc de funambuliste sur le plan de l'écriture. J'ai eu des moments où je me dis... Tu sais, je me sentais obligé de faire des blagues, puis là, je me dis, je sais pas si ça n'a pas été facile à faire. Mais le sujet, justement, Marc, ton livre, quand on lit, on voit qu'il y a t'as des références bibliographiques, on voit qu'il y a une réelle recherche, puis évidemment, tu as toute ta carrière derrière ça aussi, là, que si tu l'as pas fait sur le coin d'une table. Mais tu as un style qui est très accessible, tout le monde peut le lire, facile, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Et surtout, tu as un ton ironique, humoristique. Puis je me suis demandé pourquoi tu as choisi de faire ça plutôt que de faire un essai, parce que tu aurais tout à fait pu faire un essai très sérieux et avec des références de type universitaire. Mais tu as choisi, tu as sorti ta belle plume, ton humour aussi. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Pourquoi? Pour toi, l'humour, je soupçonne que c'est une arme politique, là, mais j'aimerais t'entendre dessus. Krusty le clown vous raconte le fascisme. Pourquoi faire ça? Mais il y a plusieurs raisons à ça. Là. Je pourrais dire que des livres sérieux... moi, je pense que mon livre est sérieux malgré tout, mais des livres plus analytiques sur le sujet, je savais qu'il y en aurait plein. J'en ai lu plein, puis des bons, des moins bons, mais beaucoup de bons. Donc, d'ajouter à ça, ça me paraissait pas forcément utile. Mais l'autre chose, c'est que je voulais écrire un livre mon projet, je ne sais pas si j'ai réussi, mais je pense que c'est rare que je me vante, mais là, on n'est pas tant que ça, je peux me vanter. Je pense que j'ai réussi quand même pas mal. Mon projet, c'était d'arriver à discuter de ce sujet-là qui est quand même un peu angoissant, puis à discuter de politique, de philosophie politique, mais sur un ton qui puisse intéresser, je dirais, un vaste public. Parce que mon but réel, c'est de devenir riche et de vendre beaucoup de livres. Ah, c'est ça. Mais plus sérieusement, en me disant, j'aimerais ça que... parce que la conversion en question, si on pourra en reparler, tu as sûrement des questions là-dessus, c'est vraiment l'idée que l'extrême droite n'arrive jamais au pouvoir seule ou par elle-même. Elle gagne pratiquement jamais. On lui cède le pouvoir. La démocratie, dans le fond, s'affaisse. Le régime des libertés s'épuise, puis notamment par une sorte de désintérêt ou d'apathie ou de décrochage de la population. Donc moi, je voulais écrire un livre puisse être lu par des personnes qui, a priori, ne liraient pas des livres sur ce sujet-là. Donc, le mécanisme de défense spontanée serait de dire, moi, je laisse passer la parade, ça ne me concerne pas, c'est plus facile pour moi, j'ai d'autres problèmes dans la vie que de m'occuper du dérapage ou de l'histoire mondiale, qui est une affaire quand même un peu trop big pour une personne normale. Donc, je me disais, ben, ce ton un peu léger-là, ça baisse un peu la tension. Ça rend l'objet ou le sujet moins épeurant. Mm-hmm. Puis l'autre affaire, c'est que j'aime beaucoup l'ironie, le rire, parce que c'est une façon... puis ça, c'est profondément antifasciste. C'est une façon de penser contre soi-même. Fait que, en se disant, je vais quand même... L'autodérision. Je vais quand même être capable d'admettre que, Musk, il fait des tout. Il a les moyens de s'acheter des réseaux sociaux que des milliards de personnes écoutent, regardent, puis il va dire là-dessus, je veux tuer Marc Fortier. Il ne me nomme pas personnellement, mais je le prends quand même personnel. Juste une petite parenthèse. Vous savez qu'on a un nom, une étiquette là, par l'extrême droite. Là. On est des Justice Social Warriors. Oui, c'est ça. Donc, là, on est des guerriers, mais avec, je veux dire, des tire-poids. Là, puis, là, je perds le fil de mon idée, mais donc, oui, c'est ça. Donc, mais on n'est quand même pas... les intellectuels, là, je vais parler pour ma caste, ou les lettrés, ou les artistes, souvent, ont tendance à dire, mais c'est vraiment une bande de cons, ces gens-là. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais en même temps, c'est facile à dire. Fait que l'ironie permet, l'autodérision permet de dire, ben il faut quand même, quand tu peux... Il faut se poser la question, de savoir qu'est-ce que ça signifie sociologiquement qu'une force politique existe et qui dit, moi, je vais mettre sur un gibet tout ce qui pense librement, tout ce qui crée librement, tout ce qui aime librement,
je vais les pendre sur la place publique, puis je fais le pari qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont applaudir puis qui vont être contents. Fait que l'autodérision, ça permet de dire je vais essayer de me voir dans le regard de ces personnes-là, puis je vais essayer de comprendre pourquoi, pourquoi on est dans cette position de faiblesse. Il faut voir ses propres travers. C'est dans la situation actuelle. Il faut essayer de comprendre comment on s'est retrouvé dans cette situation-là impossible. J'aimerais t'entendre sur justement la définition du fascisme. Comme tu sais très bien, il t'en parle dans ton livre, il y a des controverses là-dessus. Est-ce que le fascisme, comment le définir? Est-ce que ça existe? Quels sont les points communs avec le fascisme des années 30? Justement, je pense que l'anti-intellectualisme en fait partie, avec d'autres points. Mais donc, il y a des controverses. Il y a même un spécialiste... que tu cites dans ton ouvrage, Robert Paxton, qui est un grand spécialiste, un historien du fascisme, et qui, au départ, ne voulait pas qualifier le trumpisme de fasciste. Et puis, après l'invasion du Capitole, il est revenu sur sa décision, puis il disait, pour lui, ça l'a convaincu qu'on a à faire quelque chose de... C'est pas une répétition du même, mais de quelque chose qui a une filiation directe avec le fascisme. J'aimerais ça, tu nous fasses part un peu des controverses à ce sujet. Il y en a qui parlent de néo-fascisme, de post-fascisme. Ou est-ce qu'on n'est pas mieux de parler de l'extrême droite tout court en disant il y a plusieurs courants possibles, là, plutôt que d'essayer de tout ramener ça sur un même plan? Pour qui aime les débats, c'est des débats fascinants. Puis il y a des discussions infinies à avoir sur le sujet. Je ne veux pas rentrer nécessairement dans ces détails-là, mais si on simplifie ça à l'extrême, il y a comme deux grandes positions après ça. Entre les deux grandes, il y a 1,5 zillion de positions intermédiaires, mais disons, il y a deux grandes positions. Il y a ceux comme Gentile, qui est un historien italien du fascisme très sérieux, qui, en gros, dit, on va appeler... Le fascisme, c'est vraiment ce qui s'est passé dans les années 30. Et puis, si on n'a pas un calque ou une copie exacte de ça, on ne peut pas parler de fascisme. Donc ça serait comme une vision muséologique du fascisme, c'est de dire ça prend Mussolini, ça prend des chemises brunes, ça prend des milices, ça prend une volonté de fusionner la société dans l'État, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un cas d'école. Ça se défend comme idée, mais ça nous laisse avec un problème de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Puis là, il y a d'autres personnes qui disent, au fond, chaque époque dans notre civilisation, nous, peut inventer son propre fascisme. C'est-à-dire que Hannah Arendt, qui ne parlait pas de fascisme mais de totalitarisme, toute son œuvre au complet, c'est une philosophe allemande, ça, Hannah Arendt, toute son œuvre, qui a vécu, juive allemande, qui a vécu, donc, qui est la montée du nazisme, puis que c'est devenu son problème personnel à elle aussi. Elle l'a pris personnel. Elle a écrit après-guerre une œuvre importante sur ce phénomène-là, à essayer de comprendre ce qui s'était passé, puis elle appelait ça le totalitarisme. Staline, Hitler. Et l'idée forte de sa démarche, c'est de dire, au fond, c'est la forme que ce que j'appelle totalitarisme, ou moi ce que j'appelle fascisme, c'est le nom qu'on donne à la manière dont la démocratie libérale se dégrade. C'est un mal qui est toujours présent. C'est la maladie naturelle de notre régime politique. Il peut tomber, il peut attraper la grippe, puis quand il attrape la grippe, on appelle ça le fascisme. Mais moi, ça serait plutôt mon école, ma façon de penser. Mais c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui, l'histoire, c'est pas une photocopieuse, là. C'est pas une copie, un calque de ce qui s'est passé dans les années 30 pour plein de raisons. Donc, il y a quelque chose d'inédit qui se passe aujourd'hui qui va nécessiter des explications, mais comme j'explique dans le livre, le problème, c'est qu'on va savoir vraiment ce qui se passe quand on va être rendu à la fin de l'histoire. Si on veut savoir c'est quoi vraiment Donald Trump, il faudrait le laisser aller, puis le laisser aller jusqu'au bout de sa politique, puis là, on le saurait. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc, j'ai appelé ça du fascisme, en sachant qu'il y a quelque chose d'un peu anachronique dans le terme, parce que c'est ce que je trouve qui est le plus proche de décrire ce que c'est. Une des grandes difficultés du fascisme, c'est que, comme tu disais, c'est un mouvement anti-intellectuel, donc une des grandes forces politiques du fascisme, c'est que c'est pas un corpus d'idées claires.
Il n'y a pas de théorie fasciste vraiment structurée. L'extrême gauche, elle souffre d'une maladie mentale qui consiste à finir par faire toujours une surthéorisation de son programme, puis ça finit avec des catégories figées, puis là, tu peux dire un communiste, tu as une théorie robuste avec des... C'est facile à circonscrire parce qu'eux-mêmes donnent une sorte d'image. Mais les fascistes, c'est des opportunistes qui changent constamment d'idées. Ils peuvent être un peu socialistes, un peu militaristes. Il y a comme une... Même des contradictions dans les termes, le national-socialisme. Il y avait le national-bolchevisme dans les années 30 en Allemagne. Donc, ça peut vraiment... C'est jamais un projet politique cohérent. Il y a un grand opportunisme de langage. Donc, pour eux, les mots, le sens, c'est toujours quelque chose d'un peu construit. Dans le fond, c'est toujours utilisé pour augmenter c'est toujours un moyen pour développer de la puissance. Ce qui fait que leur discours est toujours vraiment difficile à suivre. Ils en appellent au meurtre, au racisme, mais ils appellent ça la liberté. Bon, tous les discours politiques ont des paradoxes comme ça, là, c'est pas les seuls, mais eux, c'est une des grandes caractéristiques. C'est ça. Paxton l'explique super bien. C'est pour ça que Paxton est l'historien en question. Donc, je vais répondre à ce que tu as dit sur Paxton. Je l'aime beaucoup. Un historien américain qui a écrit un livre super important sur le régime de Vichy, qui est la France qui collabore avec le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un livre important parce que c'est un Américain qui a lu toutes les archives, puis qui a écrit le livre, puis qui a expliqué aux Français ce qu'eux avaient fait. Parce que les Français étaient trop pris dans leurs propres problèmes, contradictions nationales, pour vraiment se l'avouer. Fait que c'est un livre qui a eu vraiment un impact hyper important sur l'histoire de la France. Donc, Paxton a écrit un livre sur le fascisme il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle... le titre, je pense, c'est le fascisme en action. Puis lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est par une doctrine, un discours, des justifications. C'est en acte tout le temps. On le voit avec Donald Trump. Il dit tout et son contraire, mais ce qui compte, c'est les gestes que ces gens-là posent. Les gestes, eux, c'est les gestes qui parlent. Ça ne donne rien de s'arrêter au discours. Ils veulent toujours te mener vers le discours. Et donc, Paxton, c'est ça, précisément les gestes qui le fait changer d'idée. Parce qu'en 2016, quand Trump a pris le pouvoir, l'historien disait « Ah, c'est pas des fascistes. » Lui, il aimait mieux le mot « plutocrate ». Ce qui est bon, c'est qu'on enrichit notre vocabulaire avec tout ça. On a plein de nouveaux. Donc, plutocrate, c'est le gouvernement des riches. Il disait, dans le fond, la gang de Trump, c'est juste des milliardaires qui veulent partir avec la caisse. Puis c'est une tradition américaine. Aux États-Unis, ils ont toujours eu, tu sais, le Ku Klux Klan, tu sais, c'était hyper violent, c'était raciste, suprémaciste blanc. C'était violent, surtout pour les Afro-Américains qui tuaient. Mais en même temps, le Ku Klux Klan finissait toujours par éclater parce que le président partait toujours avec la caisse. C'est arrivé 3-4 fois. C'était un mouvement tellement cupide, tellement corrompu qu'il n'était jamais capable de vraiment arriver à quelque chose de durable. Et Paxton était sûr que Trump, c'était ça. Mais comme de fait, Trump, première chose, les deux premières grandes décisions qu'il a prises, c'est de dire on ne s'occupe plus de la crise écologique. Puis l'autre, c'est on baisse les impôts des riches. Ce qui fait que le patrimoine, la richesse, la valeur de la richesse des milliardaires aux États-Unis a augmenté de 57 % dans les 6 années qui ont suivi le premier gouvernement de Trump. Et 57 % de 10 milliards, c'est de l'argent à ciboire. Puis c'est ça. Paxton, c'est ça leur programme, dans le fond. C'est qu'ils veulent vous convaincre qu'ils vont défendre les États-Unis, mais en fait, ils vont partir avec votre chien, votre cabanon, votre char, puis tout l'or qu'il y a à Fort Knox. Mais quand j'arrête là, je suis long, hein? Mais en 2021, après avoir perdu les élections, il a lancé sa meute sur le Capitole, puis que là, il y a eu un assaut de l'institution démocratique, du lieu qui incarne la démocratie américaine, qui a été soutenu par les républicains. Là, Paxton a dit, OK, là, il a dit, OK, c'est du fascisme. C'est des gens qui sont prêts à tout. Il n'a pas envoyé la garde nationale comme il fait présentement dans des villes démocrates. Hein. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a eu des morts. Puis c'était vraiment...
une des choses peut-être qui porte à confusion là, sur la définition justement du fascisme, c'est qu'on emploie souvent le terme populisme. Puis le populisme, on ne sait plus finalement, il y en a à gauche, à droite, est-ce que c'est l'extrême gauche, c'est l'extrême droite? Et donc, on ramène ça finalement... Un courant qui dit c'est un appel au peuple pour critiquer les élites. Alors, ça vient un peu... je t'en parle dans ton livre, mais ça vient un peu banaliser, en fait, ou voire normaliser, ou c'est la droite de la droite plutôt que de dire l'extrême droite, où on dit le Rassemblement national, par exemple, on dit c'est dit d'extrême droite. Et donc, au lieu de les nommer carrément comme on fait le faire avant, c'est le Rassemblement national, c'est raciste, Jean-Marie Le Pen, c'est un révisionniste, etc. Donc, on vit une époque où on a tendance, me semble, à banaliser ça. À banaliser et donc à ne pas voir les ressemblances et les filiations, la généalogie avec le fascisme des années 30. Et voilà, donc là-dessus, je te relance un peu là-dessus sur la question du populisme. Il y a toujours du populisme, mais il peut y avoir du populisme de gauche, de centre. En gros, c'est nous flatter dans le sens du poil, parce qu'on a tous des préjugés, on a tous des idées reçues, puis il y a des personnes qui ont le tour d'aller nous chercher, de nous prendre par les sentiments, puis de trouver c'est quoi ces idées-là, puis de jouer surtout sur le ressentiment, là, c'est-à-dire de constamment revenir sur attiser la colère ou la frustration. Donc, c'est sûr qu'il y a de ça dans l'extrême droite. Il y a de ça dans plusieurs mouvements politiques. Mais l'extrême droite, c'est plus profond que ça. Ouais, c'est ça. Je dis que c'est pas quelque chose qui est cohérent sur le plan intellectuel, mais il y a quand même des trucs qui reviennent tout le temps. La haine de l'autre, c'est-à-dire la haine de l'autre entendu comme étant un ennemi qui est extérieur au groupe auquel on s'identifie. Ça, c'est super important. La démocratie ou la société libre, je ne sais pas comment vous l'appelez ça, c'est une société... Puis moi, j'appelle ça l'amitié dans mon livre parce que j'étais un peu cucu la praline. C'est la possibilité d'un désaccord. C'est le fait d'être capable... Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux être vraiment crissement pas d'accord. Mais que ça va quand même rester quelqu'un avec en qui tu as confiance. La démocratie, c'est ça aussi. C'est le fait que tu peux laisser des personnes prendre des décisions en sachant, en les trouvant mauvaises et fausses, mais en ne pensant pas qu'elles sont illégitimes pour autant. C'est la possibilité d'avoir l'adversaire, d'endurer l'hostilité à l'intérieur du groupe. La vie, c'est ça aussi. Capable de supporter la contradiction. C'est ça. D'ailleurs, tu parles dans ton livre de Carl Schmitt, qui est un théoricien allemand qui va adhérer au nazisme et qui définissait la politique avec la fonction d'ennemi. Donc ça, c'est fondamental. Si vous êtes dans la vie ordinaire puis vous voulez savoir quand est-ce que vous avez mis le pied sur la pente savonneuse qui mène vers ça, c'est l'idée que je vais savoir qui je suis par la désignation d'un autre qui est complètement toujours posé comme étant complètement extérieur à nous. Et souvent, c'est les immigrants. Ça, c'est le plus facile. Mais ça peut être... Je veux dire, les Allemands, c'était les Juifs. Les Juifs, c'était pas des immigrants. Là. Ils étaient là depuis des centaines d'années. Mais c'était considéré comme un corps étranger à la chrétienté. Aux États-Unis, c'est les immigrants. Puis c'est aussi les Afro-Américains qui sont là depuis 600 ans. Donc, c'est pas des étrangers. Mais, et donc, ça, c'est une chose. Et donc, avec une conception de l'identité qui est une sorte d'homogénéité, mais fantasmée, ça rassure, ça dit... Le monde va vous ressembler, mais le fascisme ne va jamais vraiment dire c'est à quoi ça ressemble. C'est juste la promesse d'un monde qui va pouvoir vous ressembler. Mais on veut tous ça, un monde dans lequel on peut se reconnaître. C'est ça une république, c'est ça une société, c'est ça... Puis pouvoir s'opposer sans se massacrer. Oui, sans se massacrer, considérer comme mais on veut pas vivre... L'aliénation, le fait de devenir fou, c'est d'être dans une réalité sensible autour de soi où on reconnaît rien de nous. Ça on veut pas ça. Mais l'extrême droite nous le propose sous une forme assez fantasmée. Je vous donne un exemple vraiment concret. Les Républicains, il y a 2 semaines, étaient vraiment contents parce que là, il y avait des statistiques sur... Ils envoient la police un peu partout, là, la ICE, la police des douanes. Quand vous arrivez à la frontière, juste pour que vous compreniez c'est quoi ça, le ICE,
quand vous arrivez à la frontière, puis que vous avez votre... Admettons que vous allez aller faire du ski de fond au Vermont, je sais pas trop, aller prendre une bière à New York, prenez le char ou aller à la plage dans le Maine. Vous arrivez à la frontière, le douanier, c'est comme le roi absolu. Il est détenteur de la souveraineté américaine. Il peut vous laisser rentrer ou pas. C'est à sa discrétion. Vous n'avez aucun recours juridique. Vous n'avez pas de droit comme étranger. Moi, j'arrive à la frontière, je dis, je m'en vais à Cape Cod sur le bord de la plage avec mes enfants. Si le douanier il dit tu rentres pas, tu peux pas dire, ben là, je vais aller déposer une plainte au tribunal parce que je pense que ta décision est mauvaise. C'est une décision souveraine. Avec le ICE, la police de la douane, c'est ce pouvoir-là, mais qui se promène partout aux États-Unis. C'est pas ça à la frontière. Il rentre dans les églises. Il peut... Et là, tous les immigrants, c'est vraiment compliqué, l'immigration aux États-Unis. Il y a toutes sortes de statuts. C'est des processus qui sont longs. Tous les immigrants qui sont pas encore des citoyens, le ICE peut les déclarer illégales, ipso facto, puis les envoyer en prison, puis les expulser du pays. Et là, même ceux qui sont nés en Amérique. Même ceux qui sont nés, il suffit juste que tu n'aies pas les papiers vraiment en règle. Puis il y en a plein de personnes, tu peux vivre dans un pays pendant des années avec un droit de travailler, mais bon. Et là, ils ont expulsé depuis le janvier 2025 1,9 million de personnes. Et là, les républicains se sont dit, c'est formidable. Pour la première fois en 250 ans d'histoire aux États-Unis, la population va baisser. Et elle va baisser parce qu'on a envoyé 1,9 million de bronzés en dehors du pays, parce que c'est ça, c'est quand même, il faut lire le... Et en même temps, c'est 1% de la masse des travailleurs. C'est 1%, c'est vraiment du monde, ça. Et en même temps, ils disent... En même temps, leur think tank, là, les groupes qui pensent pour eux puis qui font leur programme, disent, ben là, en 2026, il va falloir qu'on lance un programme nataliste. C'est-à-dire, quoi un programme nataliste? Ça veut dire, on va mobiliser, je vais le dire brutalement, l'utérus des femmes blanches. On se rapproche de la dystopie de Margaret Atwood. Oui, on va mobiliser, on va dire aux femmes, faites des enfants. Parce que là, la population baisse, donc il faut maintenant... Elle baisse parce qu'on se débarrasse des corps étrangers. Et là, maintenant, il faut que les vrais Américains, les WASP, les Blancs, fassent des enfants. Et il dit jamais ça. Il arrive jamais en disant la deuxième période de notre programme, mesdames, c'est que on va vous allez faire des bébés en série. Parce qu'il y aurait des problèmes aux élections, peut-être. Ce qu'on appelle il y avait une série d'articles dans la presse, le féminisme, pas le féminisme, la féminité biblique. Là, ouais, c'est ça. La femme au foyer qui fait 10 enfants, c'est le retour, la revanche des berceaux. Là. Mais c'est la même chose au Québec, hein, quand on lit un certain nationaliste conservateur, tu dis, ils font 1 + 1, mais ils disent jamais égale 2. Mais tu dis, mais là... Ça va prendre une revanche des berceaux pour que ça marche. Moi, ma grand-mère a eu 11 enfants, puis elle me racontait que pour pas mourir, il fallait qu'elle en fasse 1 ou 2 ans. Je ne suis pas sûr que c'est un programme qui vous intéresse, mesdames. Mais encore, je ne vais pas décider pour vous, mais ça prend des hanches robustes, disons. Donc, il y a cette idée-là de fantasme d'homogénéité culturelle qui est un autre trait assez fort de l'extrême droite. Et le dernier, évidemment, et c'est là qu'il y a un côté populiste, c'est l'autoritarisme. C'est l'idée que... et puis ça, on le voit, ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment phénoménal. C'est l'idée que il peut y avoir une élection, mais que tout fonctionne par une sorte de plébiscite magique. C'est un plébiscite, ça veut dire Donald Trump va dire « J'ai été élu, donc je décide ». Et alors que le principe même, depuis... vous êtes des jeunes savants, depuis la Grèce antique, le principe même d'une cité libre, c'est que c'est pas la phrase des Grecs qui s'occupaient pas beaucoup des femmes, c'est que je vais la dire comme il la disait, c'est pas les hommes qui doivent régner, c'est la loi. Et c'est l'idée que tout pouvoir, pour être légitime, doit être assujetti à une règle qui est extérieur à lui. Il peut pas... Sinon, c'est de la tyrannie. Sinon, ça va être juste... le roi a mal aux dents, ça fait qu'il il brûle un quartier pour se défouler. Il faut que le pouvoir agisse toujours sur la base d'une règle et d'un principe. Le principe, après ça, les principes, c'est toujours des idéaux. La réalité, il y a toujours un écart entre la réalité et les principes. Fait que on peut, dans cet écart-là, dire les principes ne sont que des mensonges parce que c'est marqué tous...
on fonde une république constituée de citoyens rassemblés sur la base que tous naissent libres et égaux. Puis là, on va se dire, ouais, mais là, on n'est pas si égaux que ça, puis on n'est pas si libre que ça. Mais le principe est super important parce que c'est juste parce que ce principe-là que vous pouvez râler que la réalité n'est pas tout à fait à la hauteur du principe. Ouais. Les fascistes, moi, ce que j'appelle des fascistes, c'est des personnes qui disent les principes ne sont que des mensonges. Ce qui compte, c'est la décision. Et là, Trump, on est vraiment là-dedans. Chaque jour, il enfreint la loi. Les démocrates font des plaintes. Leur stratégie de résistance, c'est d'aller porter plainte dans les tribunaux, mais ça prend du temps. Puis de toute façon, avant que les décisions se prennent, les actes sont faits. Donc, c'est comme une course où il y a un coureur qui va vite, puis l'autre avance avec une marchette. Et le programme est assez clair. C'est de dire toute forme de justification, toute forme de principe, toute forme d'idéaux, c'est de la crise de marde. Et c'est tellement de la crise de marde que je vais dire n'importe quoi. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Je vais dire n'importe quoi. Je vais dire, on va faire une Riviera à Gaza, alors qu'il y a une guerre où il y a des milliers de personnes qui meurent. Peu importe ce qu'on... Je veux dire, c'est une surenchère de choses qui semblent être des pures bouffonneries grotesques. Mais il se dit, regardez, je peux dire la pire des âneries. Je peux dire, si je vais dans la rue demain et que je tire quelqu'un, personne ne va m'arrêter. Il a dit ça, Trump. Il a dit, je veux dire, la liste des âneries sont interminables. Et la preuve que après avoir dit ces absurdités-là, je continue d'être au pouvoir, le fait, qu'après avoir dit ces absurdités-là, je continue d'exercer le pouvoir, c'est la preuve que le pouvoir n'est soumis à rien d'autre que ma propre volonté. Ça, c'est le début de l'autoritarisme. Et c'est l'essence même de l'autoritarisme. Et ça peut être fascinant pour nous. Ça marche. Excuse-moi, je parle longtemps, mais c'est pas grave. Ça va. J'ai une petite question qui s'en vient là. J'arrête là-dessus, c'est la dernière affaire. Mais pourquoi ça marche? Il y a plein de raisons pour lesquelles ça marche, mais une des choses qui fait que ça marche, c'est que moi, vous, cette espèce de petites choses-là qui n'ont pas de pouvoir vraiment dans la vie, qui ont un petit revenu, qui savent même pas tirer à carabine. On se sent souvent très impuissant par rapport au cours du monde, très impuissant par rapport à la vie politique. Et là, on est comme passif, comme condamné à une certaine passivité. Puis là, si on s'identifie à Trump, on peut avoir là, le sentiment d'avoir enfin capacité d'agir sur la réalité. Parce qu'il se passe quelque chose. Il faut lui donner ça. C'est un derby demolition, là, mais il se passe quelque chose. Un coup de pied dans la fourmilière. Mais en fait, puis on comprend. Tandis que les autres politiciens, on comprend jamais ce qu'ils font, on comprend pas trop. Pour poursuivre sur ce que tu dis, tu as un chapitre de livre qui est intitulé « Le carnaval politique ». Ouais. Et j'ai lu, d'ailleurs, tu mentionnes ces auteurs, Giuliano d'Anpoli et d'autres, mais ce que tu viens d'expliquer, c'est un peu, ça laisse entendre que la politique aujourd'hui, telle que menée par Trump et les autres en Europe, c'est devenu une espèce de carnaval, un exutoire. C'est au Moyen-Âge, le carnaval, c'était une fois par année, puis il fallait se défouler, puis après ça, on retombait dans l'ordre, mais là, on a l'impression qu'on est dans... John D'Anpoli, le titre de son livre, c'est les ingénieurs du chaos. Donc, on est en train de créer un carnaval permanent pour détruire, en fait, l'ordre libéral tel qu'on l'a institué depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un écrivain italien qui s'appelle Umberto Eco, qui fait un livre qui a donné un film, mais ça, c'est un film des années 90, vous êtes un peu jeune. Pour vous, c'est peut-être le Moyen-Âge, mais ça s'appelle « Au nom de la rose ». D'ailleurs, ça se passe au Moyen-Âge. Très bon film. Excellent film. Qui est un grand écrivain italien et qui, lui, a connu Mussolini dans sa jeunesse. Parce qu'il est mort aujourd'hui, Umberto Eco. Et il disait... Il a fait un tout petit texte, un tout petit livre. Après avoir lu le mien, vous pourrez acheter l'autre petit livre qui est moins cher, mais... puis qui est fait par un plus grand écrivain que moi, mais qui est moins bon que le mien. Mais qui dit, c'est genre 10 signes du fascisme. C'est une conférence qu'il a faite dans les années 90. Dans les années 90, Dieu sait qu'on était loin d'être dans l'époque actuelle. Je veux dire, des gens ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal aujourd'hui, quelqu'un aurait dit ça dans les années 90, il aurait été envoyé à l'aide sociale le lendemain matin. Il y a des trucs qui n'auraient pas été possible de dire dans les années 90. Mm-hmm. Donc, on ne sentait pas du tout le montée de l'extrême droite à cette époque-là. Mais Umberto Eco, il fait une conférence, puis il dit « Ah! »
Moi, je l'ai vu, l'extrême droite, puis je peux vous dire, ça peut toujours revenir. Je vais vous donner 10 signes. Si vous voyez ces symptômes-là, c'est la maladie commence. C'est le masculinisme, il nomme un truc d'affaires. Puis il y a une super belle phrase dans ce livre-là. Il dit « Le fascisme, c'est le chaos structuré. » C'est une organisation méthodique du bordel. Et ce qui fait que tout d'un coup, on est tellement étourdi par tout ce qui se passe. Puis là, il y a des gens qui vont vous dire informez-vous pour vous défendre, mais là, c'est un piège à con parce que même il y a tellement de choses qui se passent dans l'actualité que si tu essaies de juste t'informer sans être capable de ramener ça à une sorte de synthèse ou à des principes, tu finis par être tellement étourdi qu'à la fin, tu te dis, ça me prend quelqu'un qui décide. C'est la stratégie de Steve Bannon. Flood, ouais. Inonder la zone, en français. Inonder ça de merde, parce que... Et le carnaval, c'est une des façons de procéder, mais le carnaval, c'est plus intéressant. Moi, ce qui me frappe, c'est que Trump, c'est ça, c'est son côté bouffon. C'est comme un bouffon. Et c'est efficace. C'est efficace. Quand il a fait sa convention pour se faire nommer chef du Parti républicain, tu avais des milliers de personnes avec des pancartes qui disaient « Déportation de masse maintenant ». Quand vous savez ce que c'est une déportation de masse, c'est vraiment beaucoup de violence. Si tu veux faire une déportation de masse, moi, je connais pas beaucoup de cas d'histoire où il faut le faire. Peut-être qu'on pourrait se dire ça pourrait arriver, mais c'est pas un programme enthousiasmant. Ça veut dire d'arrêter tes voisins la nuit, les mettre dans des trains puis les sortir du pays. C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. C'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. En Californie, en ce moment, dans les églises, les curés disent à leurs ouailles, qui sont des Latino-Américains, venez plus le dimanche à la messe parce que la police va venir vous arrêter. Ça, c'est aujourd'hui, ça se passe. Mais à la convention, en même temps que tu avais ce truc sinistre-là, puis que tu avais les milliardaires dont le programme est quand même de partir avec la caisse, ça reste un des éléments de programme, tu avais sur scène des lutteurs, des gens qui venaient dire des insanités, des humoristes pas drôles, mais qui pouvaient s'autoriser à dire toutes sortes de mots qu'on veut pas entendre, merde, ça c'est disruptive en anglais, des outrances, une fête, une sorte de, un peu comme quand il est 3 heures du matin puis que tu as bu trop de bière puis que là tu te mets à dire des conneries puis que ça fait du bien. C'est la convention républicaine du parti qui va prendre le pouvoir. Et c'est une fête, c'est comme un carnaval. C'est vraiment comme un carnaval. Et le carnaval, c'est une vieille institution de l'humanité. En Occident, ça a été pratiqué depuis des milliers d'années, mais dans toutes les cultures, tu as ça, des rituels. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, je ne le sais pas, mais je suis presque sûr que oui. Ça a un fondement humain très profond. C'est l'idée qu'à un moment donné, toutes les règles, les normes, la hiérarchie sociale établie qui rend la vie possible, ça prend une journée où tu la renverses dans une fête, où là, tu bois à te rendre malade, tu choisis le plus laid puis tu le nommes le plus beau, tu fais un gouvernement des fous, tu prends le plus pauvre, tu le nommes roi. Puis ça, en théorie, en général, le carnaval, c'est plus une confirmation de l'ordre social que sa subversion, mais des fois, dans des moments historiques où il y a vraiment beaucoup de tension, le carnaval débouche sur des révoltes aussi. C'est un jeu d'enjeu, c'est une vraie activité humaine, c'est pas un show pour la télé. À côté, tu as les démocrates qui, eux, misent sur la joie, puis ils font une sorte de spectacle hollywoodien avec des robots qui font semblant d'être heureux. Ça peut pas... La fonction le côté carnavalesque de tous les leaders d'extrême droite, en Amérique en tout cas, plus qu'en Europe, mais même en Angleterre, c'est comme ça, ça attire le peuple, pas juste pour des raisons démagogiques ou publicitaires, mais parce qu'il y a comme un sens de la fête tout d'un coup, mais c'est une fête sinistre. Parce que c'est une fête dont le programme, c'est « Mass Deportation Now ». Puis c'est je veux dire, ils ont commencé à lyncher des Noirs dans le sud des États-Unis. Là, il y en a eu la semaine dernière. Je veux dire, c'est ça le programme. Ouais. Fait que ça, c'est pas drôle. Mais ça arrive avec un carnaval.
C'est ça. Donc, après ça, c'est le lendemain, c'est le retour à l'ordre esclavagiste, là, par exemple. Et là, c'est comme un lendemain de brosse. C'est pour ça que, d'ailleurs, l'ordre de la Révolution, je ne sais pas si c'était dans ton livre, j'ai un petit doute, là, mais au lendemain de la Révolution française, on avait aboli le carnaval. On disait que c'était plus nécessaire puisqu'on l'ancien régime est aboli, puis on instaure un nouveau régime dans lequel le peuple est censé être émancipé. Les révolutionnaires, des fois, ils sont un peu plates, quand même. Alors, pour poursuivre sur le sujet, c'est que tu dis dans ton livre que les démocraties s'effondrent par le centre. Donc ici, on a des ingénieurs du chaos, on a un carnaval, mais en même temps, ça vient fragiliser les démocraties avec toute cette pléthore de discours anti-élites, etc. Donc, populistes d'extrême droite. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Je sais que quand on dit les démocraties s'effondrent par le centre, le centre, ici, parfois on l'a appelé récemment l'extrême centre. Je pense à Alain Deneau, qui nommait ça aussi la médiocratie. C'est-à-dire, finalement, le discours ambiant, c'est que les technocrates, les bureaucrates, ils ont une espèce de langage que plus personne ne comprend, technocratique, et on oppose à ça des discours, justement, carnavalesques ou irrévérencieux, puis donc... et c'est l'un, on peut dire, nourrit l'autre. Hein? Enfin, le populisme se nourrit, ou l'extrême droite se nourrit de la technocratie. Donc, je vais faire un long détour encore. Ouais, moi, j'ai décidé que ça serait ça aujourd'hui, des longs détours. Il y a... C'est une petite histoire, mais qui me semble être comme une sorte de métaphore de l'Amérique actuelle. Un des plus grands employeurs aux États-Unis, c'est Walmart. Bon, vous connaissez tous Walmart, j'imagine. Et quand le fondateur de Walmart, M. Walton, a fondé genre son 4e ou 5e, c'était le début de son empire, dans le Nebraska, dans un état d'agriculteur, il ouvre son 4e ou 5e magasin de Walmart, puis il fait l'inauguration. Puis là, pour inaugurer son magasin, il amène un gros pick-up avec des melons d'eau dedans, puis là, il verse tous les melons d'eau dans le stationnement, il s'ouvre, il s'éventre. Il amène un âne, une mule, des animaux de ferme qui se mettent à pisser et à chier partout. Puis là, il fait genre 42 degrés. Instantanément, les melons se mettent à composter. Ça pue. Puis là, c'est l'inauguration du Walmart. Puis l'idée de Walton, c'est de dire, moi, j'ouvre un truc qu'il faut qu'il ressemble au monde qui vont venir dans mon magasin. Puis... tout le monde qui habite ici, je les connais. Ils ont des fermes. Puis quand tu rentres sur une ferme, qu'est-ce que tu as? Tu as le tas de fumier pour le compost. Puis tu as l'âne. Puis moi, je veux que mon client, qui va être le gars ou la femme qui arrive de cette ferme-là, quand ils vont... C'est pas qu'il aime que ça pue ou qu'il aime les odeurs de la menthe, mais ça va juste ressembler au monde d'où il vient. Puis il va rentrer dans mon magasin, il va acheter des affaires, il va repartir. Puis Walmart est encore sur ce modèle d'affaires-là. À l'intérieur, je rentre pas dans les détails, mais ça, c'est un peu raide, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais Walmart, c'est aussi le plus gros système de gestion technique que tu puisses imaginer. C'est-à-dire que leur système informatique est plus puissant que le système informatique de la NASA. Le but de Walmart, c'est de savoir en temps réel où se trouve chacune de ces marchandises, puis éventuellement, probablement, chacun de ses employés quand ils vont pouvoir les taguer avec des puces. Le but de Walmart, même idéal, ça serait de, quand tu finis un rouleau de papier de toilette, il y aurait un signal qui serait envoyé à l'usine en Chine qui fait les papiers de toilette, puis il y en aurait un qui sortirait de l'usine pour s'en aller à l'entrepôt du Walmart. Dans le fond, on appelle ça le flux tendu, comme forme de commerce. Et le système technique, derrière les ânes qui pissent puis les pastèques qui pourrissent, le système technique, je veux dire, c'est de la high-tech. C'est un truc d'ingénieur hallucinant. Puis Walmart, la troisième affaire que c'est des employés tellement mal payés que dans les magasins aux États-Unis, au temps des fêtes, à l'entrée des magasins, il y a des caisses qui invitent les clients à donner de l'argent pour que les employés puissent s'acheter une dinde pour fêter en famille à Noël parce qu'ils ne sont pas capables, avec leur salaire, de se faire un souper de Noël. Mais c'est ça, le Parti républicain. Le carnaval qui ressemble à quelque chose qui marche, avec une grosse technocratie économique derrière qui ponctionne le fric. Puis, virtuellement, des salariés qui vont voter pour eux, mais qui vont finir par être obligés de quêter de l'argent pour manger à Noël. Mm-hmm. Et
la démocratie libérale, les personnes qui sont supposées nous défendre contre cette espèce de système-là, selon moi, c'est des personnes qui défendent le système technique entre les deux. En se disant, ben nous, on va pas être vulgaire. On va pas amener un animal qui chie sur votre terrain. Puis on va pas... on comprend que les gens ont de la misère avec économiquement, on feel for them. On va essayer d'améliorer. On n'est pas aussi rapace que les autres. On va quand même essayer de leur donner un peu d'argent. C'est vrai, on se soucie d'eux. Mais le hardcore, notre affaire, c'est qu'on est, dans le fond, on va s'occuper du système technique. On va s'occuper de la machine technocratique qui organise la vie humaine. Et toutes les démocraties d'Occident, depuis 40 ans, jouent toujours ce jeu-là. C'est de dire, vous ne pouvez pas voter pour les fous, votez pour McCartney. Lui, c'est un technocrate du capital, c'est un banquier, c'est rassurant, il n'est pas vulgaire, il prend pour les Oilers d'Edmonton, mais bon, il ne peut pas être parfait. Mais il ne va pas aller chier sur votre paillasson, puis il va peut-être augmenter le salaire minimum. En Italie, ça a été la même affaire. En Italie, ils sont un peu en avance. C'est comme Mussolini, ils inventent les affaires avant les autres. Les Italiens sont hyper créatifs. On dit que c'est le laboratoire. C'est le laboratoire. Ils ont inventé Mussolini, puis là, Hitler a dit « Waouh, ça c'est hot! » Puis là, eux, ils ont commencé au début des années 90 avec quelque chose qui s'appelle la Ligue du Nord, qui était le nord de l'Italie très riche. Le sud de l'Italie, c'est presque l'Afrique, c'est plus pauvre. Donc, la Ligue du Nord, c'était des petits propriétaires qui sont devenus hyper nationalistes, racistes, puis qui ont un petit peu séparatistes, qui gueulaient contre Rome, et puis qui faisaient il y a le livre que je cite, ça s'appelle « De l'idiotie politique ». Ils ont découvert que plus ils faisaient de bouffonneries, plus les gens s'intéressaient à eux, puis plus les journalistes étaient obligés d'en parler, puis plus ils en parlaient, plus ils devenaient populaires. Fait qu'ils ont comme inventé ce mode-là, cette façon-là de faire de la politique. Après ça, il y a eu Berlusconi, qui est arrivé, qui est un grand magnat de la presse, hyper riche, coloré, bouffon aussi. Puis là, quand les Italiens ont voulu réagir contre ça, il y a des causes sociologiques à ces changements-là, mais ça, je ne vais pas vous emmerder avec ça. Quand les Italiens ont réagi, puis on disait on veut avoir de la paix, ils ont nommé quelqu'un qui s'appelait Draghi, qui est un technocrate de l'Union européenne, qui est venu faire de la politique, d'austérité, des coupures, de la gestion, en parlant un langage que personne ne comprend, en faisant des choses que personne ne comprend, en étant toujours très, très technique dans sa façon de faire, mais en promettant, comme une sorte d'ennui tranquille qui ne fait pas de mal à personne. Et qui permet donc à la machine de rouler. De rouler. Mais il vient un moment où... mais il ne s'oppose jamais, tu comprends, au triptyque. C'est juste... Ce qui fait que dans ce jeu-là, ça finit toujours par faire le jeu de l'extrême droite parce que ces technocrates-là, ils n'offrent pas une vision... très, d'abord, emballante sur le plan culturel de la société puis de la façon dont on veut vivre. Et il reste quand même dans l'idée que toute l'administration de notre vie va être faite par une machine extérieure à nous. C'est juste qu'elle va être tranquille. C'est un peu la différence entre Internet qui s'occupe de nous, mais juste pour les babioles qu'on consomme, puis Internet qui vous surveille au quotidien en Chine. Mais c'est comme si on avait... C'est comme si... Là, je caricature un peu, mais c'est comme si les deux termes d'alternative, c'était ça. Donc, le centre, c'est ça. Donc, il y a un renoncement à la démocratie là-dedans. Mais il y a vous pourriez me dire, mais on s'en calisse de la démocratie. Mais il y a un renoncement à une vie politique, à une vie sociale où on peut agir ensemble. Parce que c'est ça le problème. Moi, le fait de voter dans des élections libres, à la limite, je m'en fous. Mais le fait d'être dans une société où on ne peut pas participer, à laquelle on ne peut pas participer librement avec des personnes qui ne sont pas juste des clones de ce qu'on pense être nous-mêmes, ça, je sais que c'est sociologiquement un problème parce que ça mène à l'abrutissement puis à la violence. C'est en ligne droite, c'est un fast track vers le... C'est pas une bonne idée. Ben, au début de la conférence, tu parlais du politique. Là, on monte à l'Antiquité grecque, puis bon, on va aux sources de la République ou de la démocratie. Il y a toute la question du commun.
Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un effritement, en fait, de cette notion même de commun. D'ailleurs, Aristote disait qu'on perd de vue l'intérêt commun, le bien commun, on peut dire la chose pour tous, la cité, finalement, qu'on perd de vue le bien de la cité, on est dans la corruption. On est dans c'est comme un cancer qui détruit la société. Puis là, aujourd'hui, puis je vais t'entendre là-dessus, on a des discours de plus en plus radicaux. D'abord, on est parti du néolibéralisme. On peut dire que c'est une forme de technocratie qu'on a vue, mais qui s'est radicalisée avec le temps. Aujourd'hui, on peut dire que les néolibéraux sont presque des gens de gauche aujourd'hui comparés à gauche, entre guillemets, évidemment, comparé aux libertariens qui, aujourd'hui, disent ouvertement sur la place publique que, par exemple, l'empathie, c'est un mal absolu pour la civilisation. Et donc, on fait l'éloge de l'égoïsme et on se le revendique, on le dit ouvertement, ça peut dire, c'est Ayn Rand aux États-Unis, là, on est la philosophie de l'égoïsme. Puis, donc, ça, c'est un des chapitres de ton livre, là, justement, où tu parles des libertariens, puis et comment ce discours-là, cette vision idéologique-là, est en train de détruire la démocratie de l'intérieur, de détruire ce qu'on a de commun, en fait. Oui, c'est un sujet super important. Il y a vraiment des sujets importants dans mon livre. Hein? Oui, pas mal. Je raconte une anecdote. C'est pas très important sur le plan de l'histoire politique, mais qui, pour moi, je la trouve fantastique. C'est un ami... c'est arrivé à un bon ami à moi. Il se promenait il faisait de la marche en montagne au Vermont. C'est très curieux, parce qu'au Vermont, c'est là que s'est eu la grande rencontre d'après-guerre. Ça s'appelle Bretton Woods, où là, tout d'un coup, les Anglais, les Américains, surtout les Anglais et les Américains, ont essayé de penser l'ordre mondial d'après-guerre. Puis les Anglais étaient tellement endettés qu'ils se sont dit ça prend un ordre quand même dans lequel on se méfie un peu des banquiers, puis dans lequel on partage la richesse. Et donc, ils se promenaient dans les montagnes du New Hampshire. Je dis du Vermont, mais c'est du New Hampshire. Ils se promenaient là. Et là, il croise un Américain qui s'est fait mal à la jambe. Il s'est cassé la cheville ou s'est foulé la cheville, je m'en souviens plus trop. Et ils sont vraiment... il n'y avait pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Et même s'il y en avait eu, il n'y aurait probablement pas eu de réseau où il se trouvait. Et donc, l'Américain, il dit « Ouais, je suis plus capable de marcher, je suis emmerdé. » Fait que là, mon ami, il se dit « Ouais, on va redescendre, on va aller chercher des secours pour qu'ils viennent te chercher. » Et puis là, il y a un médecin qui arrive sur le moment, un médecin américain. Fait que là, le médecin commence à parler avec il dit « Ah, moi, je suis médecin. » Puis l'autre dit « Ah oui, est-ce que tu peux m'ausculter? » Puis là, le médecin a dit « T'as-tu... » Puis non, je pense que c'est même pas le médecin qui a dit ça, c'est la personne, il a sorti son porte-monnaie, il dit « J'ai une carte de crédit. » Puis l'autre a sorti son terminal de paiement. Il se promenait dans le bois avec un terminal de paiement. Demandez-moi pas comment c'est possible. Et là, ça, on peut se dire formidable. Quelle chance! Le blessé rencontre un médecin, il a sa carte de crédit, il a le terminal de paiement, il va être guéri. Mais c'est quand même assez fou comme représentation de ce que c'est une relation sociale. Les médecins, leur philosophie, depuis la Grèce, on revient toujours aux Grecs, c'est de dire surtout ne pas nuire. C'est supposé être une discipline, un art humaniste, où on secourt les autres. Il faut gagner sa vie, mais là, c'est vraiment... Et c'est ça l'idée libertarienne. L'idée libertarienne, c'est que si tout le monde est égoïste, si tout le monde se fout des autres, si tout le monde est juste à la recherche de sa propre fortune, de son propre intérêt, bien, les meilleurs vont... Et c'est vraiment ça l'idée de Ayn Rand. On pourra en parler après de cette femme-là, qui est une femme assez étrange. Les meilleurs vont l'emporter contre la masse. Parce que la masse, c'est quoi? C'est les syndicats, c'est les salariés, c'est les minables qui s'associent entre eux pour empêcher les meilleurs de réussir. C'est vraiment comme ça qu'ils disent. Et là, tout va bien fonctionner. Vous allez vous casser la cheville dans le bois, vous allez avoir une carte de crédit, il va y avoir un médecin qui va passer avec un terminal, vous allez être guéri. Mais de toute façon, le médecin a fini par dire qu'il faut appeler les secours. Ça a coûté genre 100$ à la personne pour se faire dire ce que l'autre savait déjà. Et c'est l'égoïsme comme projet politique. Et c'est vraiment présenté comme ça. Hein? L'égoïsme méthodologique, c'est le langage qu'il utilise. Et Ayn Rand, c'est un personnage assez étrange parce que c'est une petite bourgeoise russe, fille de pharmacien, qui a été traumatisée par le stalinisme. Ça, le stalinisme, c'est quand même traumatisant.
mais qui a fui la Russie, qui avait de la famille aux États-Unis, qui est arrivé à Chicago, qui est allé après ça à Los Angeles, où elle a marié, je pense, quelqu'un qui faisait des scénarios à Los Angeles, et qui là a découvert l'Amérique. A trouvé ça vraiment formidable, est devenu mais elle a trouvé que le New Deal de Roosevelt, où on reconnaît les syndicats, on fait des écoles, on construit des hôpitaux, ça ressemblait à du socialisme, puis que ça allait vraiment détruire ce qui était l'essence même de l'Amérique, qui est la figure du grand capitalisme qui accumule de l'argent, puis qui gagne, puis c'est ça la source de la créativité de la société. C'était ça pour elle. Puis elle a dit, c'est l'égoïsme, mon programme. Et puis là, elle s'est mise à écrire des romans, où elle met en scène des pauvres entrepreneurs. Il y en a un qui s'appelle La Grève. Qui est Atlas, quelque chose en anglais. En anglais, c'est Atlas, parce que c'est l'idée que les riches sont comme Atlas, et ça, c'est le demi-dieu qui porte le monde sur ses épaules. Les riches portent la société sur leurs épaules. Puis c'est vous, là, ici, je vais présumer qu'il n'y a pas de milliardaires puis de multimillionnaires parmi nous. Vous, nous, ensemble, comme on est des minables, on essaye toujours, de rabaisser ces personnes-là, puis de les couler, puis de les empêcher, finalement, de rendre le monde meilleur, par leur égoïsme actif. C'est une vision très darwinienne, sociale du monde, où ceux qui sont riches sont forcément les meilleurs. Et les autres sont forcément des minables qui vont compenser leur médiocrité, en s'associant ensemble, puis en faisant une société qui va ralentir la part meilleure. Et La Grève, le roman The Atlas, quelque chose qui a été traduit en français par le titre La Grève, ça met en scène une grève des grands entrepreneurs capitalistes qui luttent contre la masse des salariés. C'est quand même 85% de la population est salariée. Les syndicats, qui empêche le progrès de la société. Et elle, c'est une écrivaine qui est méprisée par les gens comme moi, parce que c'est une très mauvaise écrivaine. Et donc, dans les journaux ou dans les pages des arts, dans les émissions littéraires, il n'est jamais question d'elle. Mais elle est lue par des millions de personnes. C'est là que les gens comme moi, on est un peu ridicules. Ouais. Puis, juste une petite parenthèse, il y a aussi toute la galaxie des think tanks aux États-Unis, qui est une spécialité américaine, là, un peu des prêts à penser, des boîtes qui essaient d'influencer les décisions politiques. Mais il y a beaucoup d'organisations qui s'appellent Atlas Foundation, qui sont des regroupements de think tanks néolibéraux qui traversent les frontières, parce qu'à Montréal, et l'Institut économique de Montréal fait partie de ce genre de réseau. Mais elle exerce une très, très grande influence. C'est comme un personnage. Chaque mouvement a besoin de se projeter dans des personnages, puis elle, c'est vraiment le personnage de la droite dure américaine. Et donc, tous les gens de la Silicon Valley sont fascinés par elle depuis 40-50 ans. Ronald Reagan était fasciné par elle. Et tout le monde autour de Donald Trump sont fascinés par son discours. Et il y a une photo extraordinaire quand il y a eu l'assaut du Capitole, ils ont fini par envoyer des soldats. Puis là, à mon avis, il y a une soldate qui est couchée, à prendre une pause, puis est en train de lire le livre d'Ayn Rand. Et elle, c'est vraiment... dès les années 50, elle dit « L'empathie, c'est une maladie ». Et ça, c'est, je veux dire, Musk dit la même chose, il prend ça là. Se soucier de l'autre, la socialité, le fait de penser qu'au fond, on est toujours meilleur dans la coopération avec les autres, elle dit « C'est ça le mal ». Alors, au fond, je veux dire... C'est quand même assez fascinant comme programme moral, parce que tous les mythes des sociétés anciennes, toute la mythologie, toutes les légendes, toutes les trois religions monothéistes, on lit la Bible, tous les messages, il y a 9000 ans, 10 000 ans, 15 000 ans de mémoire humaine qui disent « Ceci est le problème de l'humanité. Ceci est la chose dont il faut se méfier. » C'est comme ça, qu'on finit en statue de sel, il pleut des grenouilles, Dieu se fâche, il y a des déluges, la terre brûle. Je veux dire, toute l'humanité se raconte cette histoire-là. Mais aux États-Unis, en ce moment, puis c'est souvent des gens très religieux, ils disent non, l'égoïsme, la cupidité, l'avidité, le refus du souci de l'autre, le refus du pardon, c'est ça qu'il faut poursuivre comme objectif. Et donc, c'est pratiquement la définition du mal dans la conscience historique de l'humanité, qui dirige en bien, mais qui est transformée en vertu.
Et ça marche. Et les gens disent, là, vous écoutez sur les réseaux sociaux, là, l'empathie, c'est un truc de tapette. C'est comme... Mais là, tu te dis, mais c'est parce que c'est une drôle. Et moi, dans mon livre, je raconte une autre anecdote. Je marche par anecdote qui me fascine. C'est l'histoire d'un sociologue qui est invité par des milliardaires aux États-Unis de la survivaliste parce qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de détruire la planète. Donc, pour eux, c'est assez clair que la crise écologique, qui est un peu l'histoire dont on ne parle pas, qui est peut-être le sésame de tout ce qui nous arrive en ce moment. Ces ultra-riches-là, ils savent que ça s'en vient. C'est juste qu'ils ne veulent pas sacrifier leur ultra-richesse au nom de la responsabilité écologique. Et donc, ils invitent un sociologue américain qui est spécialisé en technologie, nouvelles technologies, à venir leur faire une conférence. Il part en avion. Tout est payé. Le sociologue, c'est lui qui raconte l'histoire. Il reçoit un gros chèque pour aller faire ça. Ça fait qu'il dit, OK, je vais y aller. Il prend l'avion, s'en va au Nevada, je me souviens plus trop, quelque part dans l'Ouest américain, arrive dans un petit aéroport, une grosse limousine vient le chercher. La limousine l'amène dans une sorte de grande maison isolée. Et puis là, il est devant, je sais pas, 11 milliardaires. Il y en a 900 aux États-Unis, des milliardaires. Donc, il est devant 11 milliardaires qui commence à lui poser des questions. Lui, il pense qu'il va faire une conférence sur les nouvelles technologies, mais non, il commence à lui dire « Ouais, nous, puis tu sais, Zuckerberg, ils ont tous ça, tu sais. Moi, j'ai une maison aux îles Fidji. Moi, je me suis fait un domaine en Alaska. C'est là qu'on va aller s'installer quand l'événement va arriver. Ça, c'est l'effondrement écologique. Ils sont sûrs que ça s'en vient. Ils sont ultra riches, fait qu'ils sont survivalistes, mais c'est des survivalistes ultra riches. Ils ont des grands domaines. Puis là, ils commencent à discuter de ça avec le sociologue, puis ils disent, mais si on vous a invité, monsieur le sociologue, c'est parce qu'on a un problème. On a réalisé que dans notre grand domaine qu'on a construit pour survivre à l'effondrement, bien, on va avoir des cuisiniers, on va avoir des soubrettes, on va avoir des majordomes, on va avoir des gardes armés, surtout pour repousser... parce que nous, on va avoir faim quand ça va arriver, ça, puis on va vouloir aller voler du pain, ça fait qu'il va falloir nous tirer dessus. Et donc, on va avoir une mini-armée, puis on commence déjà à l'avoir. Il y en a un qui dit, moi, j'ai quand même déjà 90 personnes qui travaillent pour moi, des vétérans, des anciens de l'armée américaine, des gens qui sont allés tuer des Irakiens, ils sont maintenant prêts à tuer du monde en Alaska. Mais là, on réalise qu'on a un problème sociologique, on n'avait pas pensé à la société dans toute notre affaire, parce que les libertariens, la société... c'est que ces gens-là, on se dit, on est inquiets, ils pourraient tourner leur fusil contre nous. Comment on règle ce problème-là, monsieur le sociologue? Il se fait pas vraiment poser cette question-là. Mais c'est une crise de bonne question. Et là, le gars, il est un peu... Il s'y attendait pas du tout à ça. Il dit, d'abord, sa première réponse, c'est vraiment ça, c'est dit... Spontanément, c'est dit, vous pourriez peut-être juste être gentil avec eux. Ça vous aiderait. C'est peut-être que vous pourriez devenir amis avec eux. Mais là, c'est déjà avoir un peu d'empathie. C'est un problème pour eux. Ouais. Là, ils sont un peu... Nous, on pensait pas qu'on avait invité un hippie là, pour nous parler. On veut des vraies solutions. Après ça, il dit, vous pourriez aussi quand même, vous êtes du monde puissant, vous avez de l'argent, vous pourriez vous engager aujourd'hui, ici et maintenant, pour empêcher que l'événement arrive. Genre... Si vous vous arrangez pour que la société soit pas mal en point à un tel degré que tout le monde va se mettre à se méfier de tout le monde, peut-être que vous pourriez vous passer de votre île. Zuckerberg, il y en a une à Hawaï. Ils en ont vraiment tous. Ils ont tous ça. Fait que là, ils sont vraiment découragés. En plus d'être un hippie, c'est un socialiste. On est vraiment mal barré. Puis là, ils voient bien qu'ils vont rien obtenir du sociologue parce que toutes ces solutions, c'est de dire, ça vous prend le remède à votre problème, ça s'appelle la sociabilité. C'est plate parce que c'est vrai qu'on sait tous que les autres personnes, c'est vraiment une source d'emmerdement permanent, mais quand même, c'est aussi la seule façon d'avoir un peu de plaisir dans la vie. Puis d'accomplir quelque chose de significatif. Et là, il y a un des milliardaires qui se retourne vers un autre puis qui dit on en est où exactement dans le développement des robots tueurs? Parce que ça va être ça, dans le fond. Ils vont pas se retourner contre... L'idée, c'est de robotiser l'ultime truc, ça va être ça. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est une vision du monde. Puis moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, c'est parce que je trouve que c'est pas une... Je suis vieux jeu, je suis né à la fin des années 60. Je me dis, je crois encore à la réalité sensible, aux choses.
banales, comme la sociabilité. Je sais que je me suis fait chier beaucoup avec les autres êtres humains dans ma vie, mais j'ai pas vu d'autres sources d'accomplissement que dans ma relation avec les autres êtres humains aussi. Puis l'idée d'être entouré de robots tueurs, ça m'intéresse pas tant que ça. Puis il faut comprendre une autre chose aussi, c'est que je disais qu'ils sont 900 les milliardaires aux États-Unis. Il y a 900 milliardaires aux États-Unis, puis il y a à peu près 9000 personnes qui valent en haut de 100 millions. C'est toujours des chiffres un peu difficiles parce que ça fluctue, tu sais. Il suffit que la bourse s'écrase un peu, puis mais bon, en gros, c'est ça. Ça fait 9900 personnes. Il y a combien de monde au cégep ici? 8 000. C'est ça. Fait que c'est cégep Édouard Montpetit. C'est pas dur à brûler, là. C'est pas dur, tu sais, liquider 9900 personnes. Là, j'ai l'air un peu raide, mais là, on parle de des personnes qui veulent avoir des robots tueurs pour se défendre. Fait que mettons-nous dans leur régime de pensée. Ils savent, tu sais, qu'ils sont pas dans... Ils sont riches, ils sont puissants, ils ont des systèmes de contrôle, mais ils sont quand même juste 9900 personnes dans une société de 300 millions. La société, de ce point de vue-là, est une menace permanente. Ouais. Et donc, c'est ça. J'en arrive à peu près à ton dernier chapitre, l'avant-dernier, sur la dictature. On comprend que aussi cette pensée-là qui rejette l'empathie, le bien commun, au fond, les ultra-riches n'en ont rien à cirer de l'État-providence. Et j'ai trouvé ça intéressant dans ton livre quand tu parles les mouvements d'extrême droite, ce qu'ils veulent, c'est remplacer, on comprend pourquoi, l'État-providence, mais par un homme providentiel. Hein. C'est le dictateur, finalement, qui arrive en sauveur, qui va régler tous les problèmes, plutôt que de voir la chose politique, encore une fois, sous l'angle du commun, du bien commun, puis du social aussi. Donc, on va ensemble régler nos problèmes. Alors, ici, on s'en remet à un seul humain. Ouais. Donc, ce que tu appelles l'homme-peuple providentiel, qui est un trait caractéristique de toutes les régimes d'extrême droite totalitaires aussi. Oui, il aime beaucoup ça quand on se projette tous dans une personne. C'est une vision totalitaire. Ouais. Mais on parle beaucoup aujourd'hui, puis là, peut-être que mon évocation de brûler le cégep Édouard Montpetit pourrait être perçue comme une invitation à la violence, alors que je ne suis qu'amour. T'es filmé en passant. En plus, je le sais. Mais c'était juste un exercice de pensée, d'empathie. J'essayais de voir comment pensaient ces personnes-là. Mais on parle beaucoup de... Il y a manifestement un phénomène de grande concentration de la richesse aujourd'hui qui est assez incroyable. Et quand on... Puis là, il y a toujours plein d'articles qui disent, mais si vous comptez jusqu'à 1 milliard, ça va vous prendre 3300 ans pour vous montrer, essayer de comprendre ce que ça veut dire... un salaire. Je veux dire, un joueur du Canadien, ça fait plus que ce que probablement nous tous ici, on va faire dans toute notre vie, en 30 ans de travail. Il y a une démesure, puis un joueur du Canadien, c'est un pee-wee par rapport aux milliardaires. Donc, il y a un problème de distribution de la richesse, puis c'est clair que quand on accumule autant de richesse que ça, on n'accumule pas de l'argent pour s'acheter des gommes ballons ou du foie gras le samedi, on accumule l'argent pour accumuler, d'une part, c'est très important, du prestige. Les riches achètent toujours des affaires que les autres ne peuvent pas s'acheter, pas parce que si Luc Poirier pose devant 45 Ferrari, c'est pas parce qu'il conduit 45 Ferrari, c'est juste pas possible de conduire 45 Ferrari. C'est juste pour qu'on l'envie. Donc, ça, c'est vieux comme l'humanité, une quête de prestige. Un bel exemple de ça, c'est Donald Trump qui a un yacht à New York de plusieurs millions de dollars, je pense une dizaine de millions, mais il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il a le mal de mer, c'est ça. Il ne prend pas, mais il est là. Mais c'est juste là pour vous faire sentir minable. Puis l'autre chose à quoi ça sert d'accumuler de la richesse comme ça, c'est qu'on accumule du pouvoir. On accumule une capacité d'agir sur la vie des autres. Ça doit être grisant. Moi, je ne l'ai pas vraiment, cette capacité-là. J'ai à peine la capacité de vous empêcher de partir au bout de 20 minutes de discours. Donc ça, c'est les deux choses. Et ça, c'est très important parce que souvent, dans le débat public, il est juste question de déficit, de dette, de redistribution de la richesse, d'impôts. Mais la démocratie ou la liberté, j'essaie de trouver un mot qui pourrait... Parce que la démocratie, c'est peut-être pas le mot qui est le plus excitant, mais la liberté, c'est une distribution de pouvoir. Et après-guerre, si vous lisez un peu l'histoire, vous allez voir que ça a été tellement traumatisant, la Deuxième Guerre mondiale, puis les puissances d'argent ont été tellement compromises par la violence nazie et la collaboration en France, puis la résistance était tellement communiste qu'après-guerre, il y a eu un grand compromis social, puis il y a eu le début d'une redistribution des pouvoirs. Et ça, c'est quelque chose d'assez formidable sur le plan sociologique, et c'est plus important que la redistribution de la richesse encore.
Redistribution des pouvoirs, c'est quoi? C'est le fait que vous ayez un journal étudiant, une association étudiante, que vous puissiez, de temps en temps, manifester vos récriminations, souvent frivoles parce que vous êtes jeune puis un peu con, mais quand même souvent importantes. Moi, j'ai occupé le bureau de mon directeur. C'était comme une sorte de rituel au cégep. On avait fait ça. Il y avait une grève étudiante. La police nous a sortis. Mais ça faisait partie des trucs qui étaient possibles. Mais la redistribution du pouvoir, c'est aussi l'encadrement social de des conflits réels. C'est le tribunal du logement. Il y a des gens qui sont propriétaires, il y a d'autres qui sont locataires. Les propriétaires ont un pouvoir que les locataires n'ont pas. S'il n'y a pas un rééquilibre entre ces deux pouvoirs-là qui est organisé, orchestré par la société, c'est le propriétaire qui décide de tout. Donc, on fait un tribunal du logement. C'est pas l'arme ultime pour régler le problème de la crise du logement, mais c'est un lieu où celui ou celle qui n'a rien peut rencontrer celui ou celle qui possède et créer une règle avec un tiers qui est le juge, à partir d'un certain nombre de règles qu'on a votées collectivement. Et dans leur conflit, créer des règles qui ne sont pas préétablies. Prendre des décisions, dire, ben là, ton loyer baisse. Et ça, c'est une redistribution. Ça, les riches détestent ça. Parce que c'est un contre-pouvoir qui leur est opposé. L'entreprise privée, puis même, j'ai envie de dire aujourd'hui, les entreprises publiques, parce qu'il y a vraiment un raidissement autoritaire quand on dit que les sociétés s'effondrent par le centre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vos patrons vous surveillent, vous dites quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils vous virent. Ça, c'est comme quelque chose d'un peu particulier, même si vous êtes dans un service public. Mais l'entreprise privée, c'est un régime autoritaire. L'entreprise privée, la grande entreprise privée, c'est un régime autoritaire. Il n'y a pas de liberté. Les salariés n'ont pas de liberté face au capital dans l'entreprise privée. La liberté qu'ils ont, ils l'ont par quelque chose qui est extérieur à l'entreprise privée. C'est-à-dire les lois qui disent qu'on ne peut pas tuer le monde parce que je peux vous juger, ou qui disent qu'il faut payer les gens quand ils travaillent, le code du travail. Après ça, par quelque chose d'encore plus emmerdant, et puis qui n'est pas une chose parfaite, mais les syndicats. Fait que le syndicat, ça a été inventé dans les années 30-40 pour dire, bien, ceux qui ne possèdent pas le capital, mais qui le font rouler par leur activité quotidienne, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses, doivent pouvoir avoir une puissance à opposer aux propriétaires. Et il faut l'orchestrer socialement, parce que si on ne l'orchestre pas socialement, ces gens-là s'entretuent dans la rue. Aujourd'hui, là, on est ému parce qu'il y a quelqu'un qui a tiré quelqu'un la semaine dernière, mais dans les années 30, ça, c'était les grèves, les patrons tiraient à mitraillette sur les ouvriers là, ouais, aux États-Unis. Puis les élections en Allemagne, c'était 400 morts par élection parce que tu avais les nazis qui avaient 100 000 personnes avec des mitraillettes, puis les communistes qui en avaient 90 000 avec des mitraillettes. Ça se bat. On n'est pas encore rendu à ce degré de violence-là qu'a connu, mais c'est la génération de mes grands-parents, ça fait pas si longtemps que ça. Ça s'appelait de la violence politique, c'était organisé, ouais. C'était des groupes. Fait que là, on dit, ben là, on va régler ça. Roosevelt aux États-Unis disait, on va faire quelque chose, on va dire, on va appeler ça un contrat de travail collectif. On va leur dire, vous allez vous engueuler, mais avec un système où votre engueulade va générer une règle. Et à chaque fois, vous allez créer des nouvelles règles qu'on ne sait pas ça va être quoi, mais ça va être les accords que vous allez faire ensemble. Ça, c'était... Trump est en train d'essayer d'abolir ce régime-là de négociation permanente entre les salariés. Mais si les salariés n'ont pas ces droits-là de reconnus dans l'entreprise, les syndicats, ça peut être vraiment une source de bureaucratisation puis d'emmerdement infini. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une panacée, mais je suis en train de vous dire que la redistribution du pouvoir, c'est ça la condition de votre liberté. Parce que sinon, le pouvoir s'en va tout d'un côté, puis là, vous allez vous retrouver comme individu nu face à lui. Et puis là, le seul effet compensatoire que vous pouvez avoir, c'est que cet individu nu-là se présente comme une sorte de demi-dieu dans lequel vous allez pouvoir passivement vous projeter comme vous vous projetez dans Messi quand vous le regardez jouer, mais vous êtes en train de manger du popcorn puis d'engraisser, pas de courir sur un terrain. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir un terrain de foot pour jouer au foot aussi, même si on n'est pas aussi bon que Messi. Mais en même temps, puis on va terminer là-dessus, sur la dernière partie de ton livre. Tu en as parlé dès le départ. Tu sembles dire que la solution, finalement, au-delà de toutes ces règles et contre-pouvoirs, ce qui est quand même la base d'une démocratie qu'on peut qualifier de libérale, social-libérale, mais à la base, la démocratie,
c'est des relations, on pourrait dire, ça peut être étonnant, mais c'est ce que tu t'en parles dans ton livre, des relations amicales. En fait, c'est ce que les Grecs appelaient la philia, hein, qui était le fondement, pour Aristote, c'était le fondement de la société. Alors, si on veut nouer des rapports de confiance, une communauté, ben, il faut des liens d'amitié. Tout à l'heure, on disait, hein, on peut s'opposer, entre amis, on peut s'opposer sans se massacrer, sans se faire la guerre, sans se considérer comme des ennemis mortels. Donc, c'est un peu le sens de l'amitié. Puis, ton dernier chapitre, tu termines là-dessus. Tu parles de l'importance de l'amitié et qu'on peut opposer, finalement, au fascisme. C'est peut-être... ici, là, peut-être... c'est mon meilleur chapitre. C'est ton... Selon mon cœur. Il est tout court. Mais vous allez être obligé d'acheter le livre, de le lire au complet pour vous rendre au dernier chapitre. On va pas vendre le punch. Mais ça part d'une phrase que j'ai... Parce que je cherche des citations, parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, parce que je suis un vieux... Il y avait Romain Gary, tu commences... Non, c'est ça, c'est Mussolini. C'est cette phrase de Mussolini, c'est elle qui m'a mis sur cette piste-là. Mussolini, dictateur italien des années 20, des années 30, qui disait, il répétait tout le temps cette phrase-là, « Je ne peux pas avoir d'amis, je n'en ai pas ». Le dictateur est une personne seule, par définition. Un paranoïaque. Et c'est un paranoïaque. C'est quelqu'un qui est entouré au mieux de flatteurs, mais généralement de conspirateurs. Et c'est comme un vide. C'est quelqu'un de très isolé. C'est ça le principe de la dictature. Et comme je disais au début de l'entretien, un des grands traits de l'autocratie, puis surtout au 20e siècle, avec le nationalisme conservateur, c'est l'idée de toujours rouler sur une hostilité. C'est un régime d'hostilité. C'est un régime qui est pas capable d'instituer, c'est une fuite par en avant tout le temps. Hein. C'est pour ça que ça finit souvent avec des guerres, parce qu'à chaque fois que c'est confronté avec un problème, ça surenchérit avec une outrance ou une audace. Et c'est donc des régimes qui ont de la misère à instituer, à créer, engendrer un vrai ordre, le chaos structuré. Et donc, ça roule sur l'hostilité, ça désigne des ennemis. C'est comme ça disait, on va savoir qui nous sommes en sachant surtout qui nous ne sommes pas. Le fasciste connaît surtout ce qu'il n'est pas, mais il n'est jamais vraiment capable de dire ce qu'il est, parce qu'il n'y a pas ce savoir-là. Et là, je suis tombé sur cette phrase en lisant Aristote, parce que j'étais un peu débile comme ça, je lis Aristote pour me détendre. C'est brillant, Aristote, mais c'est pas agréable à lire. Je tombe sur un passage d'Aristote, puis là, je cherche la citation parce que ça va être meilleur dans le livre, mais je la retrouve pas, je vais vous le dire de mémoire dans ce cas-là, ça va être du sous-Aristote. Aristote réfléchit à la question, il dit, est-ce que l'être humain peut être seul? Il dit, Dieu peut être seul. On peut imaginer que Dieu est un être parfait qui n'a absolument pas besoin ni du monde ni des autres pour se savoir puis pour savoir. Il peut, dans la pure contemplation de lui-même, être dans le vrai, dans le juste, dans le beau. Mais il dit, quiconque parmi mes concitoyens, quiconque parmi l'humanité tente cette expérience-là, va forcément devenir abruti. Parce qu'il va en se mirant lui-même, en entrant qu'en lui-même, il va tomber il va sortir de l'humanité, puis il va tomber même pas dans l'animalité, parce que les êtres humains peuvent pas devenir des animaux. T'sais, souvent, on dit une personne stupide est bête. C'est une expression qui est un peu trompeuse, parce qu'on peut pas jouir de la condition animale, parce qu'on vit dans le langage puis la pensée. Fait que si on sort du langage puis de la pensée, on tombe dans une sorte de limbe, qui est juste les affects, les émotions brutes, les ressentis, je sais pas trop. Mais pas capable de rendre raison d'elle, pas capable de se réfléchir. Et donc, Aristote dit, on devient des abrutis. Il dit, la seule façon que les êtres humains ont de pouvoir s'élever à quelque chose d'un peu divin, c'est dans la relation qu'il entretient avec les autres. Donc, moi, j'ai fait ma thèse sur Hegel, que j'ai pas fini, mais Hegel a cette phrase. Hegel est encore plus illisible qu'Aristote. Je vous recommande pas de lire Hegel. Je le cite pareil parce qu'il y a cette phrase-là. Il dit la conscience de soi n'existe qu'en tant qu'elle est reconnue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui on est autrement qu'en passant par le regard de l'autre, quel qu'il soit. Ça peut être ton maître. Ça peut être ton maître dans une dictature, dans une forme d'asservissement, mais le maître lui-même ne peut même pas se savoir comme maître autrement que dans le regard de son valet. Et donc,
on ne peut pas sortir de ça. C'est là que les libertariens, leur programme, c'est l'abrutissement total avec tout ce que ça implique de dégradation, d'avilissement. Ce n'est... ce qu'il y a le peu de divinité qu'il y a dans l'humanité, peu importe ce que ça veut dire, hein, le peu de grandeur, on peut utiliser un mot qui est moins religieux, on ne peut y toucher. On ne peut avoir la grâce de l'expérimenter qu'en acceptant qu'on est ce qu'on est comme individu dans la relation à l'autre. De toute façon, même le mot « je », là, moi, là, qu'on aime tellement aujourd'hui, hein, c'est comme ces années 90, 2000, 2025, c'était une sorte de... Ça commence par « je »,« me », puis ça finit avec « moi ». Même ces mots-là, « je », on pense qu'on parle, tu sais, quand je dis « je parle de Marc Fortier, mais « je », tout le monde le dit ici. Fait que même ce mot-là est souillé par les autres, il ne t'appartient pas, tu sais, On a besoin du « je » qui appartient à tout le monde pour parler du truc singulier qui m'est arrivé à moi, tu sais, dans ma vie séparée des autres, qui est importante. Quand on meurt pas avec les autres, on meurt tout seul, on est tout seul. Ben, on est tout seul. C'est pas sûr que les parturiantes seraient d'accord avec cette affirmation-là. Mais même pour accéder, même pour aller chez le psy puis raconter, puis se vautrer dans tous ces problèmes qui nous concernent le plus intimement, on a besoin des mots qui appartiennent à tout le monde. Et donc... C'est l'altérité, en fait, on peut dire, le fondement du politique ici. Mais c'est le langage. Moi, j'ai compris la sociologie quand j'ai compris que pour penser, il fallait que je mette ma main dans quelque chose, ma tête dans quelque chose que je n'avais pas inventé, qui était le langage. Puis là, je me suis dit, c'est juste dans cette réalité-là qui est extérieure à moi que je peux comprendre qui je suis, moi. Et là, je me dis, c'est quand même formidable. Ça veut dire que la culture humaine, cette patente-là qui existe hors de moi, les hiéroglyphes, c'est quand il y a des haches dessinées sur les mon directeur de maîtrise, qui était un peu bûcheron, il était fasciné par ça. Il était allé en Égypte, puis là, il a vu un hiéroglyphe de hache, puis il a dit, c'est la même hache que la mienne. C'est le geste a créé le même outil il y a 5000 ans en Égypte qu'à Actonville, au Québec, en 1995. Et donc, il y a cette idée, finalement, que toute la culture humaine, c'est quelque chose qui existe en dehors de moi comme individu, Marc Fortier, mais qui en même temps est complètement intime en moi parce que je ne peux être comme individu qu'en étant dans ce lieu-là qui est le lieu de la culture. Et c'est là que le programme de l'extrême droite libertarienne est non seulement un mensonge, une fausseté, ça à la limite, on pourrait se dire, on s'en fout un peu des erreurs, on en fait à chaque examen qu'on passe, mais c'est aussi un désastre anthropologique, c'est un suicide. C'est une invitation à se jeter dans un précipice. Et c'est pour ça que il y a des étudiants au secondaire qui m'ont dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On finit toujours par... Puis je suis sûr que quelqu'un va me dire, que faire? Puis j'ai dit aux étudiants, c'était une conférence en secondaire 5, j'ai dit, mais chaque lieu où vous êtes avec des personnes qui sont un peu différentes de vous, organisez la beuverie de votre bal de finissant avec les camarades de classe avec qui vous avez pratiquement jamais parlé en 5 ans, c'est déjà quelque chose. C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'acte héroïque de monter une barricade puis de mettre Donald Trump sur un gibet. Il faut défendre cette humanité-là, là où on se trouve, avec les moyens qu'on a. Puis, à partir de là, tout se vaut. Avec un petit peu d'autodérision, de l'humour. Oui, aussi, il faut acheter mon livre. Et là, vous avez compris que Marc Fortier a échoué sa conversion au fascisme. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ton salut avec ta fille. Là. Tu ne savais même pas de quel bras, le gauche, le droit. Donc, voilà. Le salut nazi, parce que ça, c'est le bout. Mais peut-être c'est terminé. Il était 40. On termine là-dessus. Prendre des questions. C'est parce que quand j'ai commencé ma thérapie de conversion, j'ai une fille de 20 ans, 21 ans aujourd'hui, mais quand je faisais le livre, elle a 20 ans, je me dis, je vais tester ça sur une jeune universitaire forcément woke. Est-ce que je vais survivre à une telle opération? Puis là, j'ai dit, Romane, je vais devenir fasciste. On va être obligé de pratiquer le salut nazi en famille. Là, j'ai découvert que les woke avaient beaucoup d'humour parce qu'elle m'a dit, ah oui. Puis c'est quel bras faut-il lever? Fait que là, un peu le livre est un peu construit comme ça. Mais le salut nazi, c'est quand même... Là, je me suis mis à lire sur l'histoire du salut nazi. Je vous raconte pas tout le chapitre, mais c'est quand même fascinant. D'abord, parce que c'est le contraire d'une salutation. On trouve toujours ça un peu faux quand on va à des funérailles. Je vous offre mes condoléances, mes sympathies. Toutes ces expressions-là figées, on se dit tout le temps, c'est un peu faux. Mais c'est fondamental.
Puis les salutations, ça rentre là-dedans. Là. Bonjour, comment ça va? Ou à la caissière, passez-vous une belle journée? Est-ce que ça va bien? Tu te dis tout le temps, mais si je dis que je suis en dépression nerveuse, qu'est-ce qu'elle va réagir? Mais en même temps, ces formules-là figées sont importantes. C'est comme les codes pour cruiser. C'est comme, tu vas voir des films, tu lis des romans, puis là, ou tu regardes sur TikTok l'inventaire des pick-up lines. Mais tu as besoin de ces formules-là parce que quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, sinon c'est une mise en abîme. Par où tu commences? Ça te prend une perche. Mais l'idée, c'est que cette perche-là, bonjour, comment ça va? Elle est faite pour entamer une vraie rencontre avec la personne que tu as devant toi. Alors, le salut nazi, puis là, c'est encore l'essence du fascisme, c'est rigoureusement l'inverse. Parce que tu rencontres quelqu'un, puis tu salues Hitler. Puis là, l'autre salue Hitler. Mais là, à partir de là, qu'est-ce que tu fais? T'es pas dans... C'est une forme... Et ça s'est imposé instantanément en Allemagne. C'est devenu comme une obligation. Et là, ça crée une relation de méfiance et de paranoïa parce que tu es obligé de faire Heil Hitler. Parce que si tu le fais pas, tu vas être soupçonné d'être un ennemi du régime. Et donc, c'est un acte de loyauté envers une sorte de soumission envers l'homme providentiel, mais qui fonctionne en se disant, maintenant, on ne saura plus comment vraiment rentrer en relation les uns avec les autres. Et c'est la condition du régime autoritaire. Et là, ça s'est imposé. Puis là, tout le monde s'est mis à faire ça. Les saltins... Là, c'est très drôle. C'est une anecdote encore dans mon livre. Là, vous n'allez plus avoir besoin d'acheter mon livre. Je vous ai tout raconté. Mais les saltimbanques, c'est qu'il y avait des animaux de foire. Il y avait ça un peu partout en Allemagne. Ils apprenaient à leurs singes à faire le salut nazi, qui se fait avec la main droite, d'ailleurs. Et là, les nazis étaient bien embêtés parce qu'ils disaient, bon, est-ce qu'ils se moquent de nous? Ou est-ce que c'est juste parce qu'ils sont vraiment endoctrinés, patriotes, puis qu'ils ont même demandé à leurs singes de faire le salut nazi? Puis là, finalement, ils se sont dit, c'est sûr qu'ils se moquent de nous. Fait qu'il y a eu des décrets en Allemagne qui disaient que les policiers étaient obligés de tirer sur tout animal qui faisait le salut nazi. C'est le côté un peu comique, quand même. Et donc, mais c'est toujours... On revient toujours à la même histoire. C'est que c'est un régime fonctionne sur l'idée que vous ne serez plus capable de rentrer dans des relations saines avec les personnes qui vivent autour de vous. Vous avez parlé d'une montée de l'extrême droite aux États-Unis. Ma question, est-ce que, de votre perspective, est-ce qu'il y a une montée aussi de la droite au Canada? Et s'il y a des indicateurs de cela? Et si oui, est-ce que cela est influencé par les États-Unis en général? C'est un drôle de pays, le Canada. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je pense que oui, là. Je pense que, globalement, toutes les sociétés sont rendues très conservatrices. Mais c'est plus un peu... je ne sais pas si vous avez déjà fait des châteaux de sable sur la plage. Tiens, on fait des châteaux de sable sur la plage un peu loin de la marée. À un moment donné, on creuse, puis on tombe, l'eau monte de l'intérieur de ton trou, parce que ça a passé par en dessous. C'est un peu comme ça que ça se passe, j'ai l'impression, au Canada. C'est qu'il n'y a pas des mouvements aussi intenses qu'aux États-Unis. Mais le Canada anglais est complètement intégré culturellement aux États-Unis par la télévision et la culture. Le Québec aussi par d'autres voies, mais un petit peu en retard. Il faut peut-être attendre la traduction des fois. Et donc, ça monte par en dessous. Et je pense pas qu'on soit si prémunis que ça. Mais c'est sûr que le fait que Donald Trump menace de nous envahir puis travaille activement à détruire notre économie, ça réfrène les ardeurs d'une partie de l'élite. Fait que ça c'est le paradoxe avec l'extrême droite. C'est des mouvements... Il y a comme une internationale des partis réactionnaires, mais en même temps, ils sont toujours sur le bord de se faire la guerre les uns aux autres. Je donne un exemple. Trump, il veut refaire l'Empire américain. Il détruit le libre-échange qui était en cours depuis 40 ans pour essayer de recomposer la puissance politique américaine internationale sur d'autres bases. Ça fait qu'une sorte d'impérialisme en silo. On va être impérialiste dans les pays qu'on va contrôler un peu avec des raquettes de protection. Mais là, ça fait que tous ses amis qui sont Mélanie, Le Pen, les partis d'extrême droite en Allemagne, qui sont plutôt dans la même famille idéologique que Trump, sont un peu emmerdés parce que eux, pour se défendre contre cette vision-là de la puissance américaine, leur seule planche de salut, c'est l'Europe. Mais ça fait 15 ans qu'ils disent qu'il faut détruire l'Europe. Mais s'ils détruisent l'Europe, ils vont se retrouver 15 petits pays minuscules avec pas beaucoup de force, pognés en étau entre la Chine et les États-Unis. Ça fait qu'ils ont besoin.
les nationalistes. Fait que, tu sais, il y a des... Après ça, comment la game va se dérouler, c'est pas si clair que ça. Mais après ça, hier, je procède par anecdote, mais il y a, sur la question de l'immigration au Québec, en ce moment, il se passe, il y a vraiment beaucoup de discours qui sont empruntés des États-Unis puis de la France, notamment. Quand François Legault dit le Québec est submergé d'immigrants. Oui, c'est ça. L'immigration, c'est compliqué parce que c'est pas... Moi, je suis pas du genre angélique qui pense qu'on peut... comme le Canada est un bon pays, tout le monde est Canadien. Ou comme le Québec, on est des gens sympathiques puis accueillants, tout le monde peut devenir Québécois. C'est-à-dire que tout le monde peut virtuellement devenir Québécois, mais accueillir des gens sérieusement... c'est un travail, c'est quelque chose qui demande un dialogue, c'est quelque chose qui c'est un travail, c'est pas quelque chose qui vient sans difficulté. L'hospitalité. Mais l'hospitalité, c'est la racine du mot hospitalité, c'est autant hostilité qu'accueil. Parce que quand tu ouvres la porte à quelqu'un que tu connais pas, il y a toujours le risque que ça dérape. D'un bord ou de l'autre, hein, c'est pas la personne qui... Et donc, l'hospitalité, c'est une tâche sérieuse. Moi, je suis tout à fait radicalement du côté de l'hospitalité, mais je ne suis pas naïf non plus. Cet accueil... Puis aujourd'hui, le rapport à l'immigration est très économique. Je donne un exemple. Québécois. François Legault décide qu'on va être inondé par les immigrants puis que ça va être la fin de la culture canadienne-française. Parce qu'il va y avoir de moins en moins de personnes comme moi qui peuvent dire « Mon ancêtre est arrivé en 1635 de Saint-Malo ». Et donc, il restreint l'immigration. Il a fait ça depuis qu'il est arrivé au pouvoir, qui donne accès à la citoyenneté. Mais il a fait exploser le nombre d'immigrants temporaires. Ça, les immigrants temporaires, c'est les gens qui sont ici pour travailler. Au début, en 2018, il y en avait 19 000. C'était en gros des Guatémaltèques qui viennent ramasser les carottes puis les choux l'été. Aujourd'hui, il y en a 275 000. Ils travaillent dans les entrepôts d'Amazon, ils livrent les boîtes Loufa. Ces personnes-là n'ont pas de citoyens. Ils ne peuvent pas devenir citoyens. Mais ils habitent ici. Ils vivent ici. Ils couchent avec du monde. Ils vont faire des enfants ici. Donc, ça, c'est le modèle de la péninsule arabique, par exemple, où il y a des pays où 60 % de la population n'est pas citoyenne. Et donc, ça, c'est une vision de... On va continuer avec les Grecs. C'est une vision de métèque. C'est l'idée qu'on va avoir du monde ici qui vont travailler pour faire les jobs qu'on ne veut pas faire, mais qui vont jamais pouvoir vraiment devenir du monde d'ici. Ça, c'est terrible. C'est une vision de force de travail seulement. C'est une vision juste économique. Et là, ça crée des tensions. C'est complètement paradoxal d'être un nationaliste comme Legault qui veut sauver la langue française puis qui accueille du monde qui vont juste être des travailleurs pour être ici ou à Cincinnati ou à n'importe où, qui vont pas apprendre le français parce qu'ils ne deviennent pas des citoyens. Oui, c'est un paquet de problèmes. Mais ça, c'est la logique américaine. Trump, ça va être ça, là. Il sort 1 900 000 personnes qui veulent devenir citoyens, mais il va faire... Tu sais, les agriculteurs dans le sud des États-Unis sont déjà allés le voir pour dire, mais là, quand même, si tu veux manger l'année prochaine, il va falloir que tu nous ramènes du monde pour cueillir les affaires. T'sais. Puis là, c'est juste qu'ils vont vouloir des genres de semi-esclaves. C'est ça le régime. Et ça, c'est des phénomènes qui se font en douce sans qu'on entende parler. Puis à la fin, ça fait des crises comme cette semaine où là, tout d'un coup, tu as Kim Thuy, l'écrivaine, tu sais. Elle est arrivée après la guerre du Vietnam dans un boat people au Québec dans les années 70. Puis à l'époque, quand ils sont arrivés, ces Vietnamiens-là, je m'en souviens, les gens étaient encore il y avait encore une pratique. Les gens allaient à l'église plus. La génération de ma grand-mère est encore vivante. Mm-hmm. Puis là, toutes les églises s'étaient mobilisées pour les accueillir, les distribuer. Il y avait des familles d'accueil. Elle raconte ça dans ses livres. Elle dit comment? Elle dit... Je suis parti d'une sorte d'enfer, puis je suis arrivé dans un pays où les gens, tu sais, je suis devenu québécois. Ce pays-là a été extraordinaire pour moi. Puis là, elle a dit la semaine dernière, là, j'ai une peine d'amour, tu sais, je trouve que tout le discours sur les étrangers, ça ressemble pas au pays dans lequel je vis. Puis ce matin, il y a un article par un chroniqueur que je nommerai pas, qui dit en gros, je suis partout. Ça, c'était le nom d'une revue d'extrême droite en France dans les années 30, mais c'est ça que sa chronique dit. Ça dit « Kim Thuy, tu vas aller où, ma cocotte? » Parce que hier, il y avait 200 000 personnes en Angleterre qui manifestaient contre les immigrants. Aux États-Unis, ils les foutent à la porte du pays. En France, c'est vraiment ça qui est écrit. En France, Le Pen va prendre le pouvoir pour foutre les immigrants en porte. En Allemagne aussi. Puis là, ils nomment tous les pays un après l'autre en voulant dire « Garde, ici, il y a du monde qui t'aime, ferme ta gueule. » C'est comme ça que ça finit, sa chronique. Mais ça,
je trouve que ça commence à ressembler à ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Tout à fait d'accord. On aurait une dernière question très rapide parce qu'il faut procéder par la suite au tirage. Donc, Mes réponses sont trop longues, hein, je suis désolé. il n'y a aucun problème. Ben, il peut y avoir des questions. questions après, s'il y en a qui peuvent rester. Là, donc, Est-ce que l'écriture genre humoristique et ironique vous aide aussi personnellement à garder une distance par rapport à des sujets aussi lourds? Ah ouais, pour moi, c'est un mode de survie. Je sais pas, tu sais, je vais être vraiment honnête avec vous, là, quand j'ai commencé... Il y a eu un moment, quand j'écrivais ce livre-là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, c'est-tu parce que je me prends pas au sérieux? Tu sais, j'ai fait ma thèse, j'ai lu Hegel pendant 7 ans, je me suis creusé un trou là, dans l'université, j'étais tout seul avec des livres, c'est vraiment illisible. Tu sais, j'étais allé en Allemagne, j'ai appris l'allemand, tu sais, j'ai comme une formation d'intellectuel de haut niveau, puis là, je fais des blagues de pète. J'ai eu un moment où je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai comme pas le courage d'assumer que je suis un intellectuel puis que je fais pas des analyses sérieuses, dans un ton sérieux? Mais pour moi, ça devient vraiment existence. C'est une façon de m'adresser à plusieurs personnes, mais c'est une façon aussi de braver le découragement. C'est une façon de se dire... c'est des choses sérieuses, mais la vie continue. C'est pas... on peut... il faut pas arrêter d'être joyeux. Il faut pas arrêter de vivre là, pour autant. il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ouais. Et rire, c'est une bonne façon de montrer les dents. Je sais pas c'est quel groupe humoristique. Ah oui, c'est vrai. Hein, merci, Marc. C'était super.